Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à 24-60. Nous consacrerons ce soir une émission spéciale de 2 heures à la maladie d'Alzheimer. Parce qu'en 2030, c'est demain matin, on prévoit que près d'1 million de Canadiens seront atteints de la maladie ou d'une autre forme de démence. Et ça, c'est sans compter leurs proches qui devront composer avec cette dure réalité. On a pensé cette émission dans le but de répondre à vos inquiétudes, vos angoisses, vos questions surtout, d'ailleurs, que vous nous avez fait parvenir depuis une dizaine de jours. Et vous pouvez encore poser des questions sur Facebook pendant l'émission, puisque nous sommes diffusés également sur Facebook. Et nous irons, pour répondre à ces questions, à Sherbrooke, Rouen, Québec. D'autres invités sont également avec nous à Montréal. Et à mes côtés, sur le plateau, je vous présente mes invités. Catherina D'Alessio, chef du soutien à domicile pour la direction soutien autonome personnes âgées du CIS de Laval. Dr Marie-Jeanne Kergoat, gériatre et directrice de la clinique de cognition à l'Institut de gériatrie de Montréal et chef du département de gériatrie du CIUS, centre-sud de l'île de Montréal. CIUS, il faut s'habituer. Dr Serge Gauthier, neurologue et chercheur à l'Institut Douglas et directeur de l'unité de recherche sur la maladie d'Alzheimer au Centre McGill d'études sur le vieillissement. Bonsoir, Madame Christine Verras-Brenn, une proche aidante dont le mari a été diagnostiqué de la maladie à l'âge de 54 ans seulement. Elle n'avait, elle, que 38 ans. Leur fils n'avait que 2 ans à l'époque. Mais d'abord, je vous invite à écouter un premier extrait du témoignage de Marie-Françoise Marchal. Elle a appris il y a 4 ans qu'elle était atteinte de la maladie. Madame Marchal, que nous allons retrouver tout au long de cette émission avec d'autres réflexions. Mais Madame Marchal, qui est porteuse d'espoir, on l'écoute. En fait, c'est mes filles qui se sont aperçues, parce qu'à l'époque, elles étaient quand même déjà pas mal vieilles, mais quand même, elles vivaient encore avec moi. Puis elles me disaient, maman, il y a quelque chose qui se passe. T'en oublies des affaires. T'en oublies des affaires. Elle dit, tu sais, elle dit, tu devrais consulter. Et puis là, j'ai dit, j'oublie, c'est sûr que je suis pas jeune, donc moi, je trouvais que, non, maman, là, il y a quelque chose qui va pas, il faudrait vraiment que tu consultes. Et là, bon, j'ai eu évidemment tout un examen, des tests, et à la suite de ça, il y avait un début de maladie d'Alzheimer. Et donc, à partir de ce temps-là, j'ai donc été pris en charge par une spécialiste, médicamentée évidemment. Et là, ça fait maintenant 3 ans, ça va faire 4 ans. Sur le coup, avez-vous eu une sorte de dépression? Avez-vous déprimé un petit peu? Oui, j'ai déprimé un peu. Ça faisait vraiment comme une dépression. D'ailleurs, mes filles me disaient, mais maman, tu fais une dépression. Je dis, je fais pas de dépression. Oui, tu fais une dépression. T'es toujours... avant, tu étais toujours gaie, tu faisais plein d'activités. Et non, je faisais pas de dépression, je faisais la maladie d'Alzheimer. Et vous allez le constater tout au long de l'émission, Mme Marchal a développé toutes sortes de stratégies pour vivre avec la maladie, avec l'aide de ses proches, bien sûr. Alors, on pourra peut-être la définir un petit peu, cette maladie-là, très brièvement. Ce n'est pas un cours de sciences avancées, mais Dr Gauthier, vous êtes chercheur. D'abord, peut-être, à l'aide de quelques images seulement, nous dire ce qui se passe lorsqu'on a cette maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? On va vous montrer quelques images. Oui, on a quelques images pour illustrer le fait que c'est une maladie du cerveau qui se développe sur plusieurs années. Vous avez ici une illustration du cerveau tranché dans ce sens. Vous voyez l'atrophie progressive illustrée à droite au décès, à la fin de la maladie. On voit l'atrophie par rapport au cerveau normal de l'autre côté. Ouais. Et il y a d'autres images. Bon, alors là, oui. On est à l'intérieur du cerveau. Alors avec ça, c'est une illustration des changements dans le cerveau entre les neurones. Ce qui est illustré ici, ce sont des écheveaux de fibrilles amyloïdes. L'amyloïde étant une protéine qui s'accumule avec l'âge chez tout le monde. Il semble qu'on a de la difficulté à l'éliminer. Il y a un problème de clearance. Et certains des traitements à l'essai, dont on parlera tout à l'heure, visent à enlever ces surplus d'amyloïdes avant qu'elles causent des décès de neurones, de perte de neurones. Oui, parce que ce qu'on a vu au début de cette animation, de la grosse boule, c'était de neurones qui étaient morts, déjà atteints, qui étaient nécrosés. Est-ce qu'on sait comme ça? Alors, finalement, le cerveau... C'est un stade avancé de la maladie. Ça correspond au moment où les symptômes apparaissent. Ouais. Et c'est les 10-20 ans avant que la personne atteigne le stade de démence où on a l'espoir d'intervenir
Ouais. si on peut déceler la maladie avant qu'elle soit au stade de démence. Ah oui, vous aussi, vous êtes porteur d'espoir, là, Dr. Ah, Gauthier. absolument. Parce que quand les premiers symptômes apparaissent, ça fait déjà 10 à 20 ans que cette maladie a commencé à sévir dans notre cerveau. Et aussi, les symptômes peuvent être très légers pendant 3-5 ans avant de parler de démence. Ouais. Et c'est là qu'on cible actuellement le gros de la recherche thérapeutique. C'est 3 à 5 ans où les symptômes sont encore très légers, on est autonome, on ne parle pas de démence encore. Très bien. Alors, on va y revenir faire le point sur l'état de la science, justement. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Mais je vais aller tout de suite avec les questions du public. C'est Dominique Gaudreau de Saguenay qui demande, est-ce qu'il y a un facteur d'hérédité dans la maladie d'Alzheimer? Car il y en a dans sa famille. Je peux vous dire que c'est la question qui est revenue le plus souvent, cette crainte de l'hérédité. Oui. En fait, quand on donne des conférences publiques, c'est effectivement la question numéro 1. La deuxième, c'est l'aluminium. Pour ce qui est de l'hérédité, il y a 2 sortes de gènes. Il y a les gènes très durs qui sont habituellement avant l'âge de 50 ans. C'est rare. Et si vous avez ce gène, vous avez la maladie au même âge que votre parent âgé, votre père, mère ou frère et sœur. Ce sont des gènes dominants. Il y a des programmes spéciaux de recherche pour cela. L'autre gène bien connu... Des programmes pour contrer la maladie? Oui, et pour les traiter dès qu'ils sont volontaires. On peut faire des tests génétiques à 20 ans, 30 ans. Ici, s'ils ont le gène, on peut intervenir dans les 10 à 20 ans avant la maladie. Oui. Oui. OK. L'autre gène beaucoup plus fréquent, c'est 15 de la population, c'est le ApoE4. C'est une observation qui a été faite ici à Montréal avec l'équipe que dirigeait Jude Poirier. Ça, c'est un gène très fréquent qui ne cause pas la maladie, mais qui augmente le risque. Et si vous avez hérité de 2 côtés de la famille, vous avez double 4, là, votre risque d'avoir la maladie est augmenté de façon significative entre 65 et 75 ans. Donc, c'est la part d'hérédité. J'imagine qu'il y a d'autres facteurs, comme l'environnement aussi, Tout à fait. sur lesquels on pourra revenir. Une autre question qui vient de Marie-Claire Hamel. Si on a un parent proche qui a sphère donneur, est-ce que dans l'état actuel des connaissances scientifiques, il y a un quelconque avantage préventif à passer justement ce fameux test? Dans le fond, est-ce qu'on veut le savoir, qu'on l'a ou pas, qu'on est porteur? Oui. Tout à fait. Ça, c'est une décision personnelle, mais dans le moment, les baby boomers, les gens de 60 à 70 ans, sont très motivés parce qu'ils ont souvent pris charge d'une personne de leur famille et ils sont encore à l'âge à risque, 60 à 70 ans, s'ils ont le gène ApoE4, 1 ou 2 copies. Et on a des programmes de recherche spécifiques pour eux. Ah, bien, à Montréal, à votre centre, à vous ou ailleurs? Oui, à Montréal surtout, mais il y a d'autres types de programmes sans médicaments, comme des diètes et des entraînements cognitifs. Il y a toute une variété d'options de traitement. J'aimerais qu'on revienne à l'entraînement cognitif. J'oublie la question, vous me la rappelez, parce qu'on a l'impression qu'il se vend toutes sortes de trucs sur le marché qui n'en valent pas la peine, et peut-être d'autres façons de contrer. J'aimerais avoir peut-être un commentaire de votre part, Mme Verhasbren, puis aux autres personnes qui sont sur le plateau avec vous. Vous, votre mari avait 54 ans, votre enfant avait 2 ans. Oui. C'est jeune, ça. Est-ce que ce que vous entendez du Dr. Gauthier, vous inciterez un jour à ce que votre enfant puisse vouloir savoir s'il est porteur? Parce que 54 ans, c'est jeune, hein, Dr. Gauthier, Dr. Kagwat aussi. Alors, bien, pour ce qui est de nous, on n'a pas de télé à la maison. Donc. Et mon garçon avait 8 ans et il est allé chez quelqu'un qui avait la télé et il y avait justement une émission sur l'hérédité et Alzheimer. Il est revenu à la maison catastrophé. « Maman, je vais avoir Alzheimer. » Non. Non, Nicolas, tu n'auras pas Alzheimer. C'est pour ça qu'on n'a pas de télé. Bon. Ce que je veux dire là-dessus, moi, personnellement, je ne suis pas pour savoir 20 ans à l'avance si je vais avoir Alzheimer et vivre 20 ans dans la peur. C'est personnel. Oui. Je vois pas que pour moi, à vrai dire, ma vie est 13 ans avec Alzheimer. Elle a basculé. C'est suffisant. Ouais, ouais. C'est suffisant. Quand ça se présente, j'ai pas besoin de le savoir 20 ans à l'avance. Hein? Je pense Dr. Kagwat. que quand les gens me demandent la chose, c'est évident qu'on différencie un peu dans les formes qui arrivent chez les gens plus jeunes des plus âgés. La forme la plus fréquente, il faut quand même se dire, c'est une forme tardive de la maladie qui n'est pas associée à ces mêmes facteurs génétiques. La forme la plus courante de la maladie d'Alzheimer, c'est quand même la forme tardive où À cause de l'âge. le premier facteur de risque, c'est l'âge. Alors, on sait très bien que le risque dans la population Ça, c'est à générale... partir de quel âge? Bon, on dit que c'est 15 % des gens de plus de 65 ans
qui vont avoir la maladie d'Alzheimer. On peut dire, par exemple, c'est 6 chez les 65 ans, 12 à 75 ans et 1 personne sur 3 à 80 ans et plus. Donc, l'âge, dans le fond, c'est pour l'ensemble des gens, c'est un bénéfice. Dans notre société, on se ravit, on est ravis d'être capable de vieillir. Il faut souligner le bon côté. C'est 1 personne sur 3. Il y a 2 personnes sur 3 qui n'ont pas la démence de type Alzheimer, même s'ils ont déjà des plaques d'amyloïdes dans le cerveau. Ah oui? C'est pour ça que la recherche est importante pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui ont une résistance à la maladie. Donc, l'âge, la génétique et les facteurs environnementaux, le mode de vie, peut-on Oui. dire. Hein? On Oui. va y revenir. Une question qui nous parvient sur Facebook de Manon Brunette-Boucherville. Je vous la lis. Les gens atteints de démence sont-ils conscients qu'ils en sont atteints? Moi, je la trouve intéressante, cette question-là. Parce que Mme Marchal, elle le sait, elle en parle. Mais avant de... Vous vouliez dire quelque chose, Mme... Ah oui. Avec mon mari, on a vraiment eu l'option de... On parle clairement. Donc, la première chose qu'il a dit, au moment du diagnostic, je vais travailler l'humilité. Bang! Mais jusqu'à il y a 1 an, donc pendant 12 ans, on a parlé de la maladie. Il est allé 1 mois à l'hôpital Jean Talon. Puis à un moment donné, moi, j'étais moins avec lui. Puis à un moment donné, je lui dis, mais est-ce que tu te rappelles que tu as la maladie d'Alzheimer? Il me dit, qu'est-ce que c'est? Quoi? Je lui explique tout de nouveau. Il m'a remercié 20 fois de lui avoir expliqué la maladie. Parce qu'il se retrouve, sinon, avec toutes sortes de choses incompréhensibles. Ça, c'est vraiment plus avancé. Mais tout le long, avant que ça devienne incompréhensible, il n'a pas le pied dans la tombe tout de suite. Hein? Oui, Mme Berger. En fait, on a 2 types de gens qui viennent nous voir. On dit que pour le maladie d'Alzheimer, on ne devrait pas faire de dépistage at large, mais on préfère du repérage. Et l'idée, c'est, au départ, est-ce que la personne elle-même se plaint d'un changement au niveau de sa cognition? Est-ce qu'elle le sait? Est-ce qu'elle s'en rend compte? Ou parfois, c'est quelqu'un d'autre qui est conscient de... Alors, ces gens, il y a une partie des gens qui n'ont pas conscience d'avoir un problème de santé. Alors, vous pouvez imaginer qu'est-ce que c'est de traiter quelqu'un ou de voir quelqu'un qui dit « je n'ai pas de maladie ». Mais ça, c'est peut-être un réflexe normal. Non? C'est très, très fréquent. C'est Ouais. un symptôme de la maladie. En est un symptôme. Un symptôme, c'est de ne pas se rendre compte qu'on a une maladie. OK. Moi, je croyais plutôt... Alors, je vais aller quand même chercher les réactions de 2 personnes qui sont avec nous, Sabrina Lacoste et Isabelle Petit, qui sont ici également avec nous à Montréal, puis j'irai aussi à Rouen. Alors, Sabrina, est-ce que vous avez l'impression que votre père savait qu'il avait la maladie? Moi, je dirais non, parce que mon père, lorsqu'il a été diagnostiqué Alzheimer, il avait déjà un cancer. Donc, il pensait plus à son cancer, puis l'Alzheimer lui faisait oublier son cancer. Ouais. Donc, il n'a jamais eu conscience vraiment de la maladie. Puis, je pense que, dans le fond, c'était bien de ne pas avoir confiance de la maladie non plus. Alors, à Rouen-Noranda. Madame Petit, oui, vous voulez peut-être commenter là-dessus? Oui, c'est la bien, même chose? Oui, je pense que Guy s'en est jamais rendu compte, mais également, Guy a perdu l'usage de la parole très rapidement. Alors, je pense qu'il était renfermé dans son monde, puis il n'a jamais eu conscience de la maladie. Monsieur Duchescu, est-ce que votre épouse a eu conscience qu'elle avait la maladie, d'après vous? Pas au début, c'est moi. Donc, la démence, c'est une démence fronto-temporale, ce qui occasionne une difficulté de langage. Elle est aphasique. Mais en début de maladie, c'est pas apparent. Puis, c'était la première fois que j'étais en contact avec cette maladie. Donc, je ne pouvais pas savoir ce qui arrivait. Par contre, à un moment donné, au fur et à mesure, perte de mémoire occasionnelle, difficulté de s'exprimer occasionnelle. Donc, ça a pris 1 an, 1 an et demi avant qu'on puisse se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, c'est avec un diagnostic d'exclusion qu'on s'est aperçu que c'était l'Alzheimer suite à un test Folstein. Très bien. Donc, puis elle était atteinte à l'âge de 50 ans, puis diagnostiquée à 51. Là, ça fait 13 ans que je l'accompagne. Elle est encore chez moi. Elle est encore chez vous, puis c'est ce que vous vouliez, puis vous venez tout juste d'avoir de l'aide. Alors, on se retrouve... merci. On se retrouve tout de suite après la pause, mesdames, messieurs. On va revenir justement sur les traitements qui existent et ceux qu'on espère développer dans un instant. Restez avec nous. Bien, c'est sûr que si moi, j'ai des signes, je vais consulter assez tôt. Parce que je sais qu'il se fait un médicament là, qui aide à retarder beaucoup la maladie. Bien, je me garde un réseau d'amis. Faut pas s'isoler, apparemment.
Je fais de l'exercice autant que je peux, des exercices simples, de la marche, là, comme ce matin, disons. Peut-être en mangeant bien puis en faisant attention. Ce qu'on fait, mais des fois, ça ne réussit pas parce qu'il y en a des plus jeunes qui sont atteints de ça. Probablement que si on a des bonnes conditions de vie, peut-être que ça facilite, mais je ne suis pas sûre si on peut vraiment l'éliminer complètement. Comme il n'y a pas de médication, bien, pas grand-chose à faire. Tant d'événements, tant de mouvances, de croyances et des milliards de destins. Ce monde n'a pas de fin. Et nous, on vous raconte son histoire tous les jours. Dans votre entreprise, vous avez réalisé un projet ou conçu une innovation qui facilite votre travail et surtout le rend plus sécuritaire? Présentez votre candidature au Grand Prix Santé et Sécurité du Travail, le concours qui reconnaît les réalisations et les leaders. Ça va aller plus vite par ici. Vous êtes sûr? Avec les travaux qu'il y a partout? Oh. C'est pas comme un tac assurance, sauter l'eau l'antipépère avec la protection bon dossier qui pardonne 2 accidents puis gratis pour les nouveaux clients. Ah, j'avoue que ça serait commode. Économique et tout. Écoute ça. Le programme Ma Conduite pourrait te faire économiser jusqu'à 25 25 aux ailleurs. Imagine, mettons, que vous êtes dans ton véhicule, puis t'as une bad luck. Paf! Et là, imagine-toi dans un autre. Là, paf! Ben, c'est encore pardonné. C'est pas tout. Pour économiser jusqu'à 25 sur ta police, bling-bling dans les poches, comme disent des jeunes. Fait du bien de savoir que je suis pas tout seul à pédaler pour ses clients. J'ai oublié mon portefeuille. On va le chercher. Économisez jusqu'à 25 sur votre prime. Nouveaux clients, vous pourriez obtenir gratuitement la protection bon dossier pardonnant 2 accidents. Faites le 1-855-388-0099 maintenant. Chaque fromage Bergeron a une savoureuse histoire. La pâte blanche, c'est plein de rires d'enfants. Le calumet, c'est le fromage fumé qui séduit tous les amateurs. Le Seigneur de Tilly, léger mais dont le goût fait le poids. Le petit bonheur, lui, c'est le grand bonheur de partager. Mais surtout, c'est l'histoire d'une passion transmise de génération en génération. Bergeron, que c'est bon! TransCanada abandonne son projet d'oléoduc Énergie Est en raison des nouvelles exigences de l'Office national de l'énergie. Ottawa va consacrer un peu plus de 30 millions de dollars dans la lutte contre les suicides au sein des Forces armées canadiennes. Le rapport d'autopsie de 7 des 15 baleines noires cet été dans l'Atlantique Nord conclut que leur mort est attribuable à l'activité humaine. Québec solidaire et Option nationale unissent leurs forces. Les militants des 2 partis devront entériner la fusion lors d'un congrès en décembre. À Toronto, la construction d'une nouvelle tour qui deviendra le plus haut immeuble habité au pays a été officiellement lancée. Vous êtes sur ici, RDI. La Coop fédérée présente « On récolte ce qu'on aime ». Stéphanie et Stéphane choisissent soigneusement les poulets qui régalent leurs clients. Ils sont curieux de connaître dans quelles conditions ils sont produits. Andréane, productrice avicole, les accueille dans son enclos géant. À 18 ans, elle a démarré son propre élevage, appuyée par son père. Les poussins naissants arrivent dans un enclos propre et bien ventilé. Ils sont nourris au grain sans hormones. Andréane s'entoure de spécialistes pour s'assurer que les poussins grandissent en santé. Elle travaille fort toute l'année. Au grand plaisir de Stéphanie et Stéphane, elle continuera d'offrir de bons soins à ses animaux. On récolte ce qu'on aime est une présentation de la Coop fédérée. La Coop fédérée représente un réseau de producteurs agricoles et d'employés qui unissent leurs forces pour cultiver la terre et contribuer à nourrir le monde. Je m'appelle Gaviscon et on me surnomme Écran moussant protecteur. C'est tout ce que les gens voient. Mais je neutralise aussi l'excès d'acide qui cause les brûlures d'estomac. Je voudrais juste que les gens soient au courant parce que je veux plus être catalogué. Je veux qu'on sache que je fais les deux. Quand on me voit, je veux qu'on dise « Cet homme-là, on peut compter sur lui pour bloquer et neutraliser l'excès d'acide gastrique afin de procurer un soulagement rapide et durable. » En direct avec Patrice Roy, en semaine 17h. Ici RDI, quoi qu'il arrive.
Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par les gélules à action rapide Tylenol. Elle commence à se dissoudre en quelques secondes et soulage rapidement la douleur. Tylenol, action rapide, soulagement rapide. Est-ce que vous pensez à l'avenir, à la suite des choses? Est-ce que vous vous voyez un jour en hébergement? Est-ce que vous avez peur d'être un poids pour votre famille? Ben, j'y pense. Peur, oui, j'y pense. J'essaie quand même pas trop y penser, mais j'y pense. Je me dis, bon, pour le moment, ça évolue pas. Ça fait quand même 3 ans, là. Mais je suis quand même au bout du médicament, là. Alors, je me dis, est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'ils vont trouver autre chose? Alors, Mme Marchal, je vous la présentais tout à l'heure. Elle a été diagnostiquée il y a bientôt 4 ans. Et vous l'entendez, elle prend un médicament, le fameux Aricept, mais elle se demande quelle sera la phase suivante dans l'évolution de la maladie. Elle se réjouit, je dis en guillemets, du fait que là, tout est stabilisé lorsqu'elle voit son médecin. Alors, je poursuis avec les questions, puis on pourra commenter la déclaration de Mme Marchal. De Pierre-Paul Roy de Laval, comment faire la différence entre la démence et la maladie d'Alzheimer? Parce que dans la population, on ne semble pas faire la différence. C'est comme si l'Alzheimer s'appliquait à toutes les formes de démence. Et j'enchaîne avec une autre question de Guy Boivin de Québec qui nous demande, est-ce vrai de dire que la maladie est plus fréquente que par le passé? À quoi cela serait-il dû? Alors, l'omniprésence de la Dr Kagwa. Oui. En fait, démence, c'est un terme générique, si vous voulez. Alors, c'est comme si j'ai une voiture, puis en dessous, j'ai les sortes de voitures. Et le mot démence, de plus en plus, on essaie de ne pas l'utiliser parce que dans l'image populaire, c'est négatif, péjoratif et les gens l'associent à une folie. Alors qu'on sait très bien que la démence, qu'on appelle maintenant trouble neurocognitif, majeur ou mineur, c'est une maladie neurologique où, comme le docteur Gauthier vous l'a montré, il y a des anomalies biologiques dans le cerveau. Alors, on a la maladie d'Alzheimer, c'est la forme la plus fréquente. Et c'est celle qu'on retrouve le plus aussi avec l'avance en âge. On retrouve aussi des formes vasculaires et des formes qui mélangent vasculaires et dégénératifs. Et tout à l'heure, monsieur a parlé des démences frontotemporales. Donc, il y a toute une panoplie. Et c'est l'atrophie d'un lobe du cerveau, ça. En fait, c'est une maladie neurologique et qui a un pattern d'atteinte de notre cerveau selon les différentes maladies qui sont différentes. Et les symptômes c'est l'expression de la maladie. Et quelqu'un, par exemple, qui a une démence frontotemporale, monsieur l'a dit, son épouse avait un trouble de langage. Un trouble de langage qui commence dans un trouble cognitif n'est pas typique d'une maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, c'est typiquement une maladie insidieuse, tellement insidieuse qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite. Et ça touche la mémoire au début. C'est une autre place du cerveau, ça. Oui. Un autre lobe du cerveau. Oui. Mais vous savez que c'est pas une légende urbaine. Les gens disent, surtout à un certain âge, on dit « Ah, j'ai perdu mes clés, j'ai perdu mes lunettes, je me trouve plus, je sais plus, j'ai oublié mes papiers. » Moi, je pourrais être le profil parfait pour ça, là. Mais c'est pas ça, là. On a tous ce genre de symptômes avec l'âge qui sont normaux, mais à un moment donné, on traverse un certain seuil. D'accord. C'est ça l'heure du diagnostic. Est-ce que c'est trop d'oubli? Ça dérange dans le quotidien? À quel moment il faut aller pour chercher un diagnostic? À quelle étape il faut commencer à s'inquiéter? L'idée pour la plupart des gens, c'est, premièrement, je fais quelque chose, j'ai une difficulté, soit parce que j'oublie, soit parce que je me suis perdue quelque part, soit parce que j'avais des habiletés au travail, j'étais capable de faire fonctionner l'ordinateur, je suis plus capable. Et ça, c'est constant, ça persiste et ça ne s'améliore pas. Alors, il y a un aspect de progression et un aspect d'intensité. Et l'idée, c'est, par exemple, si j'ai des troubles de mémoire, je ne suis pas capable de retrouver... Je ne sais pas où j'ai stationné ma voiture dans le stationnement, mais est-ce que je suis capable de faire le processus cognitif pour être capable de la retrouver? Si je ne suis plus capable
de trouver des repères ou des choses comme ça, là, il y a peut-être une difficulté. Ouais. Alors, on a deux autres questions, ça va vite. Hein? Toujours sur le médicament quand même. D'abord, de Guylaine, Hélène Trépanier. Le texte est assez long. Je laisse les gens à la maison peut-être le lire. Leur père prend de l'Aricept, donc il a 85 ans, mais le médecin veut, puisqu'il atteint un stade différent de la maladie, j'ai du mal à vous l'expliquer, mais s'il arrive au niveau 10 sur 30, vous me suivez? Moi, vous allez parler... Faustine, dont quelqu'un parlait tout à l'heure. Le mini-mental. D'accord. Alors là, on veut passer à un médicament générique. Alors, on se demande, on a une inquiétude parce qu'on aurait mentionné que le médicament générique, serait moins efficace. Et donc, pourquoi non? Je pense que c'est du lobbying de l'industrie, probablement. Dans les hôpitaux, on n'a que des produits génériques. D'accord. Alors, l'autre question sur Facebook qui est toujours quand même reliée aux médicaments, c'est de M. Louis Zéon. On dit qu'il y a plusieurs types de maladies d'Alzheimer, mais les médicaments varient peu. Ne risque-t-on pas d'aggraver l'état d'une personne atteinte en lui prescrivant un médicament qui, au fond, n'agit pas sur la cause de démence vasculaire? C'est quoi les médicaments? Quels sont les traitements? Est-ce qu'il y en a, puis qu'est-ce qu'ils font, ces traitements-là? Bien, c'est assez simple à expliquer, parce qu'il y a deux catégories de médicaments disponibles, spécifiquement pour la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. Il y a ceux qui stimulent le niveau d'acétylcholine. Vous avez parlé d'Aricept, qui est maintenant Donepezil. Il y en a deux autres, galantamine et rivastigmine. Ils font essentiellement la même chose. Stimuler le niveau d'acétylcholine, donc plus d'attention, un peu plus de mémoire. Puis il y a des changements subtils dans votre capacité de fonctionner, prendre des décisions, spontanéité pour certains passe-temps qu'on avait laissé tomber. C'est soutenu l'effet pour 1 à 2 ans en général. Puis après ça, il y a un déclin qui est peut-être un petit peu plus lent, peut-être un peu plus lent que si vous ne preniez rien. L'autre catégorie de médicaments, c'est la mémantine, qui agit sur un autre transmetteur chimique, qui est utilisé au stade un peu plus avancé de la maladie, où il y a de l'agitation, surtout le soir, le syndrome du crépuscule, et ça peut aider un peu ce symptôme-là. Les autres médicaments à l'essai... Quand Mme Marchal nous dit « je suis rendu au bout de mon médicament », oui. C'est un stade à l'état probablement sur un équivalent d'un inhibiteur de l'acétylcholinéstérase. Et maintenant, sa maladie est plus avancée. Elle va avoir l'autre type que le mémantine. D'accord. Donc, mais elle a raison de dire qu'après 3-4 ans de stabilité, ce qui est le cas habituellement s'il n'y a pas d'autres problèmes de santé générale, il y a un déclin progressif qu'on peut constater. Oui. D'accord. Monsieur Ochedusco à Rouen, vous voulez intervenir sur cette question-là? Oui, dans notre cas, dans notre situation, on a utilisé toute la gamme de médicaments, Réminil, Excelon Patch, Aricept pour terminer avec la mémantine. Mais étant donné que le stade est assez avancé maintenant, on nous a recommandé, moi j'ai cessé toute médication, et, parce que là, on est quand même après 13 ans, là, je pense pas que les médicaments puissent faire effet. Puis on n'a jamais su si vraiment les médicaments ont fait effet, parce que on n'a pas de preuves tangibles. Disons, c'est sûr que quelqu'un qui ne prend pas de médicaments a des chances moins de chances que quelqu'un qui en prend. Mais moi, je ne suis pas un spécialiste dans la médication. Au fond, on se demande s'il faut y aller très vite pour repérer si on a la maladie, pour avoir ces médicaments-là, puis si on a vraiment de l'effet. Madame Brenne, vous vouliez intervenir? Je voulais simplement dire que j'avais lu qu'il y a de plus en plus de médecins qui ne donnent plus les médicaments parce qu'ils n'ont pas été prouvé qu'il y a vraiment de l'effet. J'appuie un petit peu ce que disait le monsieur de Rouen-Noranda. Dans notre cas, bien, on peut toujours dire « Ah, s'il n'avait pas pris les médicaments », mais il y a beaucoup de médecins maintenant qui ne le donnent plus. Bien, en fait, il y a l'indication de ces médicaments dans la maladie d'Alzheimer et dans la maladie vasculaire et dans la maladie à corps de Lewy. Effectivement, dans la démence frontotemporale, ce n'est personnellement, je ne donnerais pas ces médicaments-là. C'est un scan, en fait, une imagerie qui révèle si c'est... Les symptômes, il ne faut pas oublier que le plus important dans le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas toutes les machines, ce n'est pas toutes les prises de sang, c'est une bonne entrevue avec la personne. Alors, tout de suite après la pause, on va voir... en quoi consiste cette entrevue? Parce qu'il y a des tests de repérage. Vous aimez mieux le mot repérage que dépistage, je pense. Oui. Alors, on y revient tout de suite après la pause, mesdames, messieurs. Alors, on va revenir justement sur les manières de repérer la maladie et aussi sur les risques de la développer, mais aussi, peut-être, est-ce qu'on peut la prévenir? À tout de suite. J'ai cherché des jeux afin de laisser le cerveau
En marche toujours et en réaction avec la vie. Bon, en fait, selon ce qu'on a comme information, il faut une vie saine. Donc, il semble que c'est le modus operandi pour avoir un ensemble d'éléments qui nous permettent d'être en bonne santé et avoir tous nos moyens, dont la mémoire. On fait de la lecture, du sudoku, du conditionnement physique, du yoga, du mot croisé. Je fais autant que possible de lecture, choses de même, des jeux intellectuels. Ça aide à prévenir, je pense. Elle a passé son enfance aux quatre coins de la planète. Jeune adulte, elle commence sa carrière de journaliste à Radio-Canada. Elle sera en poste en Europe, en Asie, au cœur des régions les plus sensibles du globe. Elle a embrassé le journalisme avec passion. Et c'est cette passion qu'elle vous transmet tous les soirs. Le téléjournal avec Céline Galipeau. Ici RDI. Et que c'est beau ici, c'est tellement chaleureux le bois. Ouais, mais couper une forêt pour faire un resto, c'est un drôle de choix. Excusez. C'est vrai qu'il faut récolter des arbres, mais aujourd'hui, c'est fait de façon éco-responsable. Tout est planifié bien avant la récolte jusqu'au reboisement. Ce qui fait qu'au Québec, il n'y en a pas de déforestation. Donc le bois, c'est un très bon choix. Ta chemise, ça, c'est un drôle de choix. Choisir le bois, c'est opter pour une ressource durable, renouvelable et écologique. Vous savez, je recherche toujours de nouvelles sensations fortes. Des façons de mettre un peu de piquant. D'ajouter du punch. Salut les filles! C'est quand vous voulez, mais pour la source ultime d'adrénaline! Ça demeure mon chauffe-eau de 10 ans qui peut péter n'importe quand. Avant que votre chauffe-eau pète, appelez-nous. Montréal a une nouvelle adresse. C'est un grand parc central pour relaxer et se régénérer. Ce sont des cafés, boutiques et épiceries pour se ravitailler et se rassembler. C'est avant tout une façon de profiter de la vie dans un lieu contemporain unique. Des condos à la finition impeccable et d'agréables espaces communs. Voici Westbury Montréal, un concept d'habitation remarquable et novateur. Westbury Montréal, bien plus qu'une adresse, une vie de quartier. OK, mon grand. C'est temps de se lever. L'an dernier, les Canadiens ont gagné une tonne de prix en jouant au Monopoly d'ici chez McDonald's. Et cette année, nous célébrons le 150e anniversaire du Canada avec des millions de prix et une chance sur 5 de gagner. Préparez-vous, ça commence mercredi. Chez Family Prix, nous croyons que se garder en forme est une bonne chose. Nous croyons aussi que le prix incroyable du Ensure ou Glucerna à 8,49 $ jusqu'à mercredi va faire bouger pas mal de monde. Family Prix, ma destination santé. Et l'entrée en 2017, siège avant chauffant? Oui. Oui, 0% de financement, 84 mois. Tucson 2017, traction intégrale. 0%, 84 mois. Santa Fe Sport? OK. On va faire ça simple, là. On va faire tous les modèles 2017 à 0%, 84 mois, puis on garde ça entre nous autres. Parce que là, ça risque d'être pour un temps limité. Allô? RDI Matin, en semaine dès 5 heures. J'écoute de la musique, je travaille en cours dans des chiffres, ça a été ma profession.
puis je fais des mots croisés puis pour essayer d'activer, moi, le travail du cerveau. Je fais des mots croisés, je lis beaucoup, des choses comme ça. Je me garde attentive aux nouvelles. Puis... Je fais des mots croisés, je lis beaucoup, je marche, je fais un peu d'exercice. Témoignages recueillis sur la rue de personnes qui nous disent comment ils essaient de prévenir la maladie d'Alzheimer. Alors, on poursuit cette émission spéciale de 2 heures consacrée à répondre à vos questions. À ce stade-ci de l'émission, on peut se demander justement est-ce qu'il y a moyen de prévenir? Quels sont les moyens pour le prévenir, si tant est qu'on puisse prévenir? Je vais avec 2 questions. François Tremblay de Rouyn-Noranda, il demande comment la mémoire fonctionne-t-elle, quelles fonctions sont touchées, peut-on isoler les endroits atteints afin de prévenir donc l'expansion ou enfin le développement? Et l'autre question est d'Isabelle Vien, le lien entre l'Alzheimer et le diabète de type 3. Pour prévenir l'Alzheimer, il faut diminuer les sucres, les autres glucides, pain, pâtes, patates. Enfin, je vous lance la question là, à vous, chercheurs, Mme Cargois. Peut-être une réponse rapide. Oui. Du côté du diabète, c'est une des hypothèses à l'étude comme quoi il y aurait des changements dans le cerveau pour les récepteurs à l'insuline. Un genre de nouveau diabète. Oui. Il y a même une étude clinique qui est en cours aux États-Unis où on donne de l'insuline intranasale comparé à un placebo. On verra ce que ça donne d'ici un an. Pour démontrer quoi? Qu'un traitement à l'insuline, même si vous n'êtes pas diabétique classique, pourrait modifier la progression vers la perte de mémoire. Oui. Et il n'y a pas la question du cholestérol aussi? Ah oui, ça, c'est l'aspect vasculaire. Peut-être tu veux en parler? En fait, c'est ça. C'est, comme on disait, il y a les maladies neurodégénératives, mais on avance aussi en âge. Alors, tous les facteurs de risque vasculaire sont... donc, l'hypertension, le tabagisme, l'obésité, le diabète, ce sont aussi des facteurs de risque d'athérosclérose. Et le cerveau est rempli de vaisseaux. Alors, finalement, une thrombose des petits vaisseaux et tout ça, c'est une des formes de troubles cognitifs qu'on peut avoir. Donc, on sait, on parle beaucoup, nous, puis, dans le fond, quand les gens disent « je fais des mots croisés, je fais ci, ça », je reste actif intellectuellement et les gens parlent beaucoup de réserve cognitive. Lorsque nous, par exemple, on fait nos tests diagnostiques ou nos épreuves, on sait très bien qu'on doit tenir en compte non seulement de l'âge, mais aussi de l'éducation de la personne, parce que l'éducation est un facteur de protection. C'est comme si on se faisait de la connectivité cérébrale et qui est un facteur qui a l'air d'aider à repousser l'empreinte de la maladie. Un exemple des tests que vous faites passer, c'est reconnu, les tests, l'exemple de questions. J'ai le fameux test de l'horloge, paraît-il, là? Oui. Bien, en fait, de façon générale, parce que vous savez qu'à l'heure actuelle, le ministère a décidé de rendre accessible le diagnostic, comme on dirait, près de chez vous. Donc, le médecin de famille va dorénavant se faire aider d'une infirmière et peut, dans un premier temps, quand on a repéré des gens qui montrent des indices de fragilité cognitive ou qu'il y a vraiment une inquiétude, on pourrait faire chez des gens, comme je dis, pas chez tout le monde, mais déjà quand on a un indice, des petites épreuves comme l'épreuve de Folstein, le mini-mental. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Concrètement, ça veut dire qu'on va vous poser une question sur votre orientation. Connaissez-vous la date aujourd'hui? On va vous demander si vous êtes capable de retenir quelques mots, de les redire après. Est-ce que vous êtes capable de faire du calcul mental? Est-ce que vous êtes capable, au niveau du langage, d'évoquer certains mots dans un temps donné? Donc, c'est comme si on faisait un mapping par quelques questions de fonctions. Et c'est concluant, cérébrales. ça, c'est démontré. C'est des tests validés. Ce n'est pas des tests diagnostiques. Voilà. C'est des tests qui vont vous dire un indice qu'il se passe quelque chose. Mais là, il faut après aller dire, c'est quoi ce problème? Bon. Oui. Et les fameux logiciels qu'on vend, on voit ça à la télévision, on fait plein de pubs, là, on veut nous inciter à acheter des trucs pour... Est-ce que vous croyez à ça? Mais il n'y en a pas un qui a été prouvé comme prévenant l'Alzheimer. Okay? Mais certain que ça stimule le cerveau, donc c'est bon à quelque chose. Mais il y a une étude qui a été faite à l'Institut de gériatrie qui s'appelle l'étude MEMO, M-E-M-O, qu'on va publier très bientôt, où c'était une approche structurée pour stimuler la mémoire, comme monsieur demandait d'ailleurs, parce qu'il y a une façon de stimuler la mémoire de façon systématique. On le fait avec des groupes. On aura l'occasion d'en reparler après la publication. Mais c'est un beau bijou qu'on espère mettre sur un site Web qu'on pourrait utiliser plus tard, tout le monde. Bon, M. Chedousco veut intervenir.
OK. Bien, vous m'avez devancé en ce qui a trait au cholestérol. Je pense que ça peut jouer. Hein? C'est pas un ami de... C'est quand même... ça peut contribuer un peu à... Je ne sais pas si je m'avance trop, là. Est-ce qu'on peut me répondre là-dessus? C'est un facteur de risque de la maladie vasculaire, donc indubitablement. Et l'autre question qui vient par Facebook, on dit « Ma mère a été diagnostiquée à 75 ans. Est-ce que les événements chocs peuvent déclencher l'Alzheimer? » En fait, les gens ont besoin d'expliquer qu'est-ce qui se passe. Alors, ils essayent de voir... écoutez... On ne le sait pas. Ben, qui peut répondre? Moi, j'aimerais ça. J'ai lu un livre qui n'a pas rapport avec les médicaments et le diagnostic et tout ça. C'est Le mystère Alzheimer de Marie Gendron qui a démarré le baluchon Alzheimer. On a Mme Martin avec nous qu'on va faire intervenir. Là. Et moi, depuis que je vis 13 ans avec Alzheimer, j'ai lu, j'ai été à des conférences, j'ai été à des colloques. Vous êtes devenue experte. Et on devrait vous reconnaître comme telle. Je suis experte proche aidante. J'ai tellement de choses à dire là-dessus, mais on est dans les médicaments. Mais on est face à un mystère. On ne sait pas les causes. On n'a pas de remède. Concrètement, le proche aidant, la personne diagnostiquée, se retrouve seule avec les symptômes à chaque étape de sa maladie. Au quotidien, au jour le jour. Au quotidien. Le médicament n'a pas du tout changé cette solitude face à ça, mais ça reste un mystère. Ouais. C'est un mystère, j'aime beaucoup ça. On cherche, on se pose des questions, parce qu'il y a un mystère et les scientifiques sont en train d'essayer de voir qu'est-ce que c'est que ce mystère. Ouais. Et vous, Madame D'Alessio, vous êtes dans les CLSC responsable d'assurer beaucoup l'autonomie des personnes, de les accompagner. Est-ce que vous êtes que c'est un parcours du combattant, de cette manière, à partir du moment où on a ses premiers indices et on veut... on ne sait pas, on est désemparé, on ne sait pas vers qui se tourner? Bien, je dirais que c'est un parcours de longue haleine. C'est sûr que quand j'entends le témoignage de madame, son mari a la chance de vivre avec elle. On a beaucoup de préoccupations aussi par rapport aux clients qui vivent seuls avec cette maladie-là, qui sont complètement seuls et isolés. C'est sûr qu'un facteur qu'on travaille, ou une facette du travail qu'on fait à tous les jours, c'est vraiment d'aider les familles à documenter ce qu'ils voient, d'être témoins, si ce n'est que de prendre un calendrier, puis de prendre en note. Parce que parfois, c'est comme plein de petits morceaux de courte pointe. On ne comprend pas. Ça recommence plus souvent. Puis à un moment donné, il faut attacher tous ces petits bouts de morceaux-là ensemble pour arriver à une meilleure explication. Puis quand on a le privilège d'avoir un bon médecin de famille, de prendre le temps d'expliquer ce qui se passe. Quelqu'un qui s'interroge, est-ce qu'il appelle son CLSC, va voir son médecin, qu'est-ce qu'il fait? Bien, je dirais que dans un premier temps, ceux qui ont la chance d'avoir un médecin de famille, c'est vraiment d'en discuter. J'encouragerais fortement à ce que les gens ne vivent pas seuls, mais d'y aller avec quelqu'un de confiance, puis de prendre le temps de préparer ce qu'on a le goût de dire. Souvent, même moi, dans ma vie privée, quand je vais voir le médecin, ça dure pas longtemps, on a plein de choses à dire, puis à un moment donné, on oublie l'essentiel. Mais d'autant plus dans le cadre de cette maladie-là, il faut prendre soin de noter. Puis je pense que ça donne beaucoup d'emprise puis de force aux aidants pour traverser les différentes étapes. Même si on a beaucoup de connaissances, j'ai accompagné une tante avec une démence et je peux dire qu'elle vivait complètement seule. Et ça a été un marathon de longue haleine. Même pour vous? Oui, même pour moi qui a beaucoup de connaissances puis qui connaît beaucoup de ressources. Mais il a fallu noter, avoir de l'emprise là-dessus puis la visiter à des moments où on pouvait la voir dans sa plus grande vulnérabilité aussi. Je vais aller chercher la réaction de Mme Gauthier à Québec. Mme Gauthier a un père qui est atteint d'Alzheimer. Ça a été un parcours aussi extrêmement difficile pour vous, Mme Gauthier. Ne serait-ce que d'avoir un diagnostic pour votre père, ça a été long. On l'a d'abord, à 77 ans, diagnostiqué TDAH. Et c'est vous qui avez dit, je pense que ça n'a pas trop de bon sens, TDAH, à 77 ans, puis vous avez finalement vu un spécialiste 6 mois plus tard. J'aimerais vous entendre sur ce qu'on vient de dire. Le premier diagnostic est tombé alors que mon père était un petit peu plus jeune que ça, mais au début des années 70. En fait, oui, le premier constat a été un diagnostic de TDAH. Suite à ça, ma mère a continué à dire à son médecin de famille que, écoute, mon mari devient agressif. Et de là, ils ont enfin
tenté de faire quelques tests et en sont venus à la conclusion que là, on avait vraiment un diagnostic d'Alzheimer. Oui. Alors aujourd'hui, on va vous entendre tout à l'heure là-dessus, mais c'est ça, c'est un parcours du combattant, très souvent. Oui, vous savez, parfois, c'est le pharmacien qui décèle un problème. Oui. Les gens qui vivent seuls, si les médicaments ne sont pas pris régulièrement, le pharmacien va peut-être communiquer avec le médecin traitant. Madame Bren? Une petite chose, une fois qu'il y a un diagnostic, c'est vraiment stigmatisant. Oui. Il y a une peur générale dans la société pour nos proches, pour nous. Et il y a vraiment, on met à part. Mon mari était un écrivain, a écrit beaucoup. Alors, il y a ça aussi qui est difficile dans le diagnostic. C'est la stigmatisation. Donc, il peut y avoir cette peur-là. Écoutez, oui, vous nous mettez en piste pour le prochain segment de cette émission parce qu'on veut parler justement des proches, des aidants, de ce qu'ils vivent, de leur responsabilité, de la lourdeur, de tout ce que ça représente. Et donc, on se retrouve tout de suite après la pause, mesdames, messieurs, pour la suite de cette émission spéciale de 2 heures consacrée à la maladie d'Alzheimer et à l'idée de répondre à vos questions. Vous pouvez le faire encore sur Facebook. À tout de suite. Tu perds un bout de ta vie, là. Tu viens un temps où c'est que tu ne te souviens plus. Oui, c'est plus préoccupant. Mais que c'est une maladie que tu n'as plus conscience de rien. Alors, c'est une maladie qui est envahie, ou autrement dit, tu perds complètement tout. Moi, c'est plus l'entourage, puis les enfants qui peuvent être touchés par ça. Bien, c'est pas drôle là, pour personne, là. Surtout pour les aidants. Là. J'ai seulement qu'une fille, alors je voudrais pas qu'elle soit obligée d'avoir soin de moi. Là. « 1917, ouverture du pont de Québec. 100 ans plus tard, il en a coulé de l'eau sous celui qu'on appelait la 8e merveille du monde. Mais pourquoi une structure aussi majestueuse est-elle laissée en pareil état? D'hier à aujourd'hui avec un regard sur demain, sous les angles historiques, architectural et économiques. Le pont de Québec à l'épreuve du temps, lundi 22h30. Ici RDI. Pro et Martineau vous fait profiter d'un congé de taxes. Jusqu'à ce lundi, nous payons pour vous les 2 taxes sur les meubles, matelas, appareils électroniques et ensemble d'électroménager de cuisine. Et vous pouvez payer jusqu'à 50 versements sans intérêt. Pro et Martineau, pour le meilleur et pour le prix. Marquez modèle sélectionné. Les Grands Ballets présentent Stabat Mater et la 7e symphonie de Beethoven, avec voix solo et orchestre. Du 11 au 28 octobre, à la Place des Arts. La ferme holistique, c'est 2 hectares d'agriculture biologique. On approvisionne des familles et des épiceries en produits frais locaux à l'année. Pour en arriver là, on y met tout notre cœur. Et beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on a besoin d'une solution de gestion comptable efficace et facile à utiliser. On a une ferme à faire rouler. Avec QuickBooks en ligne, on sait qu'on a l'heure juste sur nos finances. On peut se concentrer sur les activités de la ferme et regarder vers l'avenir. On fait pousser des légumes, mais notre entreprise aussi est en pleine croissance. Cadeau! Je comprends pas. Bien, on s'était dit qu'un coup, les enfants partis, on vendrait la maison. Et là, si on économise la commission, imagine des capotables voyages. Ben là, il y a des agents qui m'ont déjà dit que vendre, nous autres mêmes, là, c'est pas un cadeau. Hey, non, mais là, il s'en dit-tu des affaires? Depuis 20 ans que du proprio aide les gens comme vous à sauver plein d'argent. Il y a tellement de clients satisfaits, là, c'est pas pour rien que vous envoyez partout des pancartes vertes. Ouais, je commence à le voir, là, notre beau voyage en Europe. Hein? Du proprio, sans agent, sans commission. Quand le prix du gros m'a demandé d'être leur porte-voix, j'ai dit non. Mais quand ils m'ont dit qu'ils me donnaient un char flambant neuf, j'ai dit oui. Puis des chars, ils en ont un truc avec toutes les nouvelles affaires. Une mini TV pour quand t'es perdu, des windows au plafond, puis quand t'embarques dedans, tu te reconnais. C'est qui? C'est Sylvain. 16 marques, 21 concessions. Le prix du gros, c'est gros. Puis c'est pas moi qui le dis, c'est eux autres qui m'ont dit de le dire.
Chaque jour, 225 personnes sont victimes d'accidents au travail. Le danger nous guette tous, sans exception. Ensemble, parlons des dangers pour les éliminer. Qu'est-ce qui pourrait être pire que la pollution de l'air à l'extérieur? Eh bien, la pollution de l'air peut être 5 fois pire à l'intérieur, là où les gaz et les particules microscopiques peuvent s'accumuler. Mais le purificateur chaufferette Dyson emploie un filtre EPA pour capter les particules et un filtre en graphite activé pour capter les gaz. Tout cela en vous réchauffant ou en vous rafraîchissant. Achetez directement auprès de DysonCanada.ca. Bro et Martineau vous fait profiter d'un congé de taxes. Jusqu'à ce lundi, nous payons pour vous les 2 taxes sur les meubles, matelas, appareils électroniques et ensemble d'électroménager de cuisine. Et vous pouvez payer jusqu'à 50 versements sans intérêt. Bro et Martineau, pour le meilleur et pour le prix. Marquez modèle sélectionné. Les Ex, en semaine 12h30, deuxième édition 16h. Ici RDI. C'est quoi la maladie d'Alzheimer ou le coma des mortels? C'est une maladie cruelle là, qui rend malade les personnes autour d'elle. C'est ceux-là qui souffrent. Toute personne, disons, s'éloigne de toi, ils veulent pas entendre parler de maladie. Les gens sont pas ouverts trop à entendre parler de ce que c'est que moi je subissais à l'intérieur, comment est-ce que c'est que c'était pénible à certains moments. Prépare-toi à accepter que ta vie est finie. Et sur tous les points de vue. Tout ton passé est fini. Ton avenir est fini. Ton quotidien, c'est pas vivable. C'est ça la maladie. C'est des témoignages absolument bouleversants qui traduisent une dure réalité pour les proches aidants. Leur vie bascule. Ce tournage a été réalisé par la Société d'Alzheimer de Gatineau. Il faut savoir qu'il y en a partout au Québec. Et d'ailleurs, on a eu leur précieuse collaboration pour préparer cette émission. Alors, on remercie la Société d'Alzheimer de l'Outaouais et les autres qui ont partagé leur expertise, leur connaissance avec nous. Je vais aller chercher tout de suite les réactions de Mme Desgranges. Madame Desgranges, vous êtes vous-même directrice générale à Sherbrooke d'une société d'Alzheimer. Mais je trouve que le titre de directrice générale ne vous va pas très bien. Parce que j'ai lu sur vous, vous êtes une militante acharnée pour défendre les personnes atteintes et les familles, leur apporter des ressources, leur apporter du répit. Depuis le début de cette émission, vous avez tout entendu, c'est la première fois que vous intervenez. Ces témoignages-là, vous les entendez tous les jours. Oui, c'est notre quotidien à nous. Malheureusement, on est 20 sociétés Alzheimer au Québec. Puis on est là pour aider les gens, mais oui, c'est des témoignages qu'on entend continuellement. C'est leur vécu. On est là pour les soutenir, pour les accompagner dans ce chemin-là qui est souvent avec des embûches. Oui, puis comme disait le Dr Cargois tout à l'heure, c'est insidieux, cette maladie-là, puis ça dure longtemps, hein? Elle évolue lentement. Madame Gauthier, je m'adresse à nouveau à vous. Vous êtes à Québec. Votre maman de 82 ans est à Donnacona. Et pour elle aussi, c'est extrêmement difficile parce qu'elle s'est résignée à placer votre père. Oui, ça fera déjà... Et elle doit aller le faire manger tous les jours, sinon il ne mangerait pas. C'est ça. Bien, en fait, ça fera 2 ans en décembre que mon père est en CHSLD. On peut comprendre que lorsqu'ils les amènent tous dans la grande salle à manger, qu'ils n'ont pas nécessairement énormément de temps pour tous les faire manger. Alors, comme on dort bien le ventre plein, ma mère s'est donnée comme mission presque à tous les jours d'aller faire souper mon père. À 82 ans, beau temps, 82 ans, beau temps. Oui, tout à fait. Comme été, elle prend son tout auto, puis elle y va. Parce qu'on y a d'abord dit, c'est plate, votre père, votre mari ne mange pas. Votre mère l'a pas cru. Elle l'a pas cru? Ben non, parce que mon père a toujours été de nature gourmand. Donc, c'était un bon mangeur. Alors, elle s'est dit, ben coudonc, s'il soupe pas, je vais aller voir ce qui se passe. Et puis, tout d'un coup, dans le calme de sa chambre aussi, parce qu'il n'était pas dans la grande salle à manger,
Alors, quand elle y va, c'est sûr et certain qu'il mange tout, absolument tout. Oui. Et ça aurait été facile... Je fais attention à mon choix de mots. Ça aurait été facile, entre guillemets, peut-être pour votre mère, d'abandonner tellement c'est épuisant. Est-ce que c'est quoi l'impact sur elle de cette situation-là? Bien, je vous dirais que lorsqu'elle a eu son premier répit, elle a dormi beaucoup. Les impacts, ils sont partout. Premier impact, c'est la solitude, c'est le fait de se ramasser toute seule à la maison. Et ensuite, c'est de se responsabiliser pour la personne qui est à l'extérieur. C'est tout ce qui englobe aussi le quotidien. La maison, il n'est plus là pour faire la pelouse, il n'est plus là pour hiverner la maison. Donc, c'est les neveux, c'est le frère qui vient donner un coup de main. Alors, on se rallie un peu tous autour de ma mère là, pour lui donner un coup de main là, dans toutes ces choses-là. Ça mobilise beaucoup de monde. Madame Martin, vous êtes au Baluchon, vous avez pris la relève de Madame Gendron. On a évoqué tout à l'heure son nom, Baluchon. C'était quelque chose d'à peu près inconnu il y a 20 ans? Un peu plus que 20 ans, Madame? 18 ans, en fait, en 1999. Il y en a 20 quelques baluchonneuses à travers le Québec pour donner du répit. Quel regard avez-vous, vous, maintenant, sur la situation de ces proches aidants qui peuvent tomber au combat bien avant la personne atteinte, hein, n'est-ce pas? En fait, on entend toute la pertinence, je pense, du baluchonnage, dans le sens où, effectivement, c'est une maladie qui dure longtemps. Ce qu'elle a de particulier aussi, c'est que le proche aidant a très souvent le même âge que la personne qui l'accompagne. Donc, l'énergie est nécessairement pas la même. Et, malheureusement, en effet, les proches aidants, parfois, tombent au combat avant même que la personne... Parce que c'est une maladie qui est pas si exigeante sur le plan physique. Donc, alors que d'être le proche aidant, lui, c'est extrêmement exigeant. Puis, ils vont mettre de côté, par exemple, leurs rendez-vous médicaux, ils vont hypothéquer leur sommeil, ils vont vivre un grand stress parce que toute leur journée va être régulée en fonction du besoin de la personne qu'ils accompagnent. Puis, très souvent, ils vont mettre complètement de côté leurs propres besoins. Ouais. Une personne qui les accompagne et une personne qui ne les reconnaît plus nécessairement. J'ai appris une expression, plutôt en France, je ne sais pas si elle est utilisée beaucoup ici, mais on parle du deuil blanc. Tout à fait. Le deuil blanc, Madame Brun. Moi, je l'appelle le deuil invisible. Ouais. C'est-à-dire que personne ne le sait. Je vis depuis 13 ans un deuil. Il est invisible, il n'est même pas blanc. Puis les gens, vous dites, il y a encore un tabou qui entoure cette maladie-là. C'est la peur. Pour moi, c'est la peur de se confronter à la maladie, à la dégénérescence. C'est une maladie dégénérative. Alors justement, j'ai une lettre, un courriel, une question de Mme Lacoste. Mme Lacoste, qui nous avait parvenir plusieurs questions. On va en citer quelques-unes. Elle dit, justement, il faut en parler de la détresse silencieuse de l'isolement. La maladie s'installe et certains anciens amis partent et ne reviennent jamais. Mon psychologue m'a dit que près de 75 des aidants naturels tombaient donc au combat. Quelle est votre réalité? Dans les CLSC, il y a du répit qui est offert. Est-ce qu'on se préoccupe assez des proches? Bien, je dirais que c'est une grande préoccupation de prendre soin des aidants, de leur donner les outils. Ils n'ont pas de statut, en fait. Bien, ils ont un drôle de statut, je dirais, parce qu'ils sont toujours dans les coulisses, ils sont toujours là. Ils savent tout? Ils savent tout. Sont impliqués parfois sur du 24 heures par jour. Puis c'est certain que nous, au soutien à domicile, la moyenne d'âge de nos clients, c'est 89 ans. Donc, les patients atteints. Oui. Puis souvent, il y a un portrait de démence chez les couples très âgés. Donc, on peut juste imaginer le fardeau qui peut s'installer pour ces gens-là parce qu'ils vieillissent eux autres aussi. Puis à partir du moment où on est un peu plus âgé, qu'on ne va plus chez le médecin, on oublie de manger régulièrement, mais ça cause des fragilités au niveau de l'aidant. Souvent, les intervenants sociaux sont interpellés en urgence quand un aidant est hospitalisé, par exemple, ou quand il y a un décès. Et c'est des préoccupations parce qu'on doit absolument intervenir rapidement. Là, je vais vous présenter l'extrait d'un entretien que mon équipe a eu avec une proche aidante dont le mari est décédé. Ça va ouvrir un autre sujet, même si on doit aller à la pause bientôt, mais je vous le présente quand même, parce que c'est une question placée ou ne pas placée.
quel est le meilleur sort qu'on puisse faire à la personne atteinte et en tenant compte des besoins des aidants, de leur capacité aussi. Il y en a qui laissent leur travail, il y en a qui s'appauvrissent terriblement. Alors, son mari, elle a tenu à le garder à la maison jusqu'à la fin. Marie Maxoud Fadoul avait elle-même une santé fragile et c'est l'appui de sa famille et l'aide du CLSC qui lui a permis de garder son mari à la maison. Alors, on va écouter un court extrait de cet entretien. Très émouvant d'ailleurs. Son mari est décédé au mois de mars dernier. Je me présente, Marie Fadoul Massoud, 78 ans. Bonjour, bonjour. J'ai eu pendant 5 ans et demi mon mari à la maison avec l'Alzheimer. Et j'ai pas voulu le placer parce que vraiment, c'était un tellement bon monsieur, tellement bon papa, bon mari, que c'était impossible de le placer. Impossible. C'est vrai, c'est pas facile. C'est vrai, ça demande beaucoup d'amour et beaucoup de générosité. Je ne veux pas faire mon éloge, mais avec l'aide de ma famille, avec l'aide de mes garçons, avec l'aide du CLSC, et j'ai pu le garder à la maison. L'émotion, mais si c'était à refaire, je ferais la même chose. Mes enfants, ils voulaient qu'on le place. Ils m'ont dit, maman, on va lui trouver une bonne place, payante, tout ce que tu veux. J'ai dit, s'il sort de la maison, il va mourir. Et effectivement, à la dernière minute, il avait besoin de soins palliatifs. Il est arrivé aux soins palliatifs. Il est resté 3 heures et il est décédé. Mais mon fils, surtout l'aîné de mes enfants, il me disait, maman, on va te perdre, on a perdu papa, on va te perdre toi aussi. Mais maintenant, il m'a dit, tu avais raison, parce que si on l'avait placé, il n'aurait pas duré 1 mois. Avec toi, il a duré 5 ans et demi. À manger, à manger. Regarde, regardez ses yeux maintenant. Hein? Il a des moments de... On sent la vie. Il y a d'autres... Mais écoutez, le fait de m'occuper de Samy, ça m'a fait grandir, ça m'a enrichi, ça m'a valorisé à mes propres yeux. Vraiment, c'est quelque chose de... Peut-être, quand on ne vit pas ça, on ne peut pas le comprendre. Je ne souhaite à personne de vivre ça parce que c'est vraiment très dur. J'ai eu beaucoup de pleurs, j'ai eu beaucoup de crises de larmes, des crises Mais je me disais, c'est pas grave, il est là à côté de toi. Quand je vais dormir le soir, je suis en paix avec moi-même, je suis sereine. J'ai fait ce que je devais faire. Je ne l'ai pas fait pour que les gens disent oh là. Non, pour moi, c'est très naturel. Mais il faut beaucoup d'amour. On a eu 50 ans de bonheur. Et 5 ans et demi. On se marie pour le meilleur et pour le pire. On a eu le meilleur et après, puis le pire est venu. Merci, mon Dieu. On voit tout le courage, tout l'amour. Monsieur Ochédousko, vous vous reconnaissez sans doute dans ce témoignage. Elle vient me voler les mots. Absolument, elle rejoint ce que je pense, ce que je voulais dire. Ça prend énormément d'amour, de résilience. Et moi, ma mission, c'est de lui survivre. Et c'est sûr que si je l'appelais... J'ai refusé 3 à 4 placements parce que je désire la garder. Ma mission, pour moi, c'est... Elle donne un sens à ma vie. Et si elle est encore en vie, c'est parce que j'ai fait le choix de la garder à la maison. Puis ça rejoint exactement ce que Mme, je ne sais pas si je prononce bien le nom, Mme Fadoul. Oui. C'est beaucoup de résilience. C'est sûr qu'on ne peut pas freiner la maladie. On peut retarder l'échéance avec beaucoup d'amour et ne pas déstabiliser la personne, changer d'environnement, la stimuler par des activités qui sont dites normales. L'encadrement est très important, puis ça vaut beaucoup de pilules. Moi, oui. C'est mon message. Là, Bien, il est bien compris, votre message. Puis là, c'est difficile parce que
Oui, parce que aussi, elle est dans les dernières phases de la maladie. Elle se déplace difficilement. Il y a des épisodes aussi un petit peu épileptiques, si on peut dire. Elle a des spasmes. Je dois souvent utiliser ma force physique pour la lever ou la transporter, mais je la sors encore. Et je l'habille, je m'occupe de l'hygiène corporelle et tout ça, la faire manger, de l'assister pour manger, un paquet de trucs. Je l'amène encore chez le coiffeur, la coiffeuse, une fois par mois. Je fais faire des activités que je suis encore capable de faire, mais c'est des deuils continuels. Deuil après deuil, deuil après deuil. On entend bien votre courage. Absolument. Ouais. C'est dur. Le côté émotif est très affecté aussi parce que c'est ma vie immédiate, c'est ma conjointe. Donc, c'est pas évident. En début de maladie, c'est facile, mais quand il y a progression, là, on essaie de retarder, mais il n'y a rien pour la freiner actuellement. On peut juste retarder. Puis je crois comprendre que vous venez juste d'avoir de l'aide. Je vais aller entendre les réactions d'autres proches aidants. M. Ochedusco, je vais commencer par Mme Martin. Bien, en fait, moi, je trouve que... Bien, vous êtes au Baluchon, là. Oui, c'est ça. Je suis toujours très, très touchée par ce genre de témoignages. Puis en même temps, ça démontre l'importance de bien appuyer les proches aidants. Tantôt, la dame du CIS de Laval parlait de toute l'importance de faire une bonne évaluation, de donner du service à la personne atteinte. Mais depuis plusieurs années, on espère que les proches aidants aient aussi une évaluation de leurs propres besoins. Parce que leurs besoins, c'est souvent bien au-delà de prendre soin de l'autre. Madame Petit aussi. Votre mari est décédé, Mme Petit, je crois, c'était au printemps. Oui. Vous êtes touchée par le témoignage, n'est-ce pas, de Mme Fadoul, M. Oui, bien, je suis touchée par les témoignages parce que moi, c'est sûr que j'aurais aimé pouvoir garder Guy à la maison plus longtemps. Du moment où il a été placé, sa santé a assez beaucoup détériorée, mais je me retrouve devant... Bon, Guy a eu un premier diagnostic de cancer, de myélome multiple. Après ça, il y a eu le diagnostic de l'Alzheimer, ce qui fait que rapidement, je n'ai pas été capable de le garder à la maison. Puis c'est sûr que pour moi, ça a été très, très, très difficile de le placer. C'était déchirant tous les jours. Oui, mais je sens dans votre émotion qu'il y a beaucoup de regrets là-dedans, mais il ne faut peut-être pas en avoir de regrets là-dedans. Peut-être que la vie s'est imposée à vous comme ça. Oui, c'est sûr. Est-ce que vous sentiez que vous avez besoin davantage d'aide et de soutien? Bien, ce que j'ai trouvé difficile quand Guy a été placé en ressources intermédiaires, c'est que moi, j'avais besoin d'aide psychologique et on me dit, bien, votre mari est correct, vous allez vous replacer au fur et à mesure avec le temps. Arrangez-vous tout seul. Oui, c'est ça. Mais c'est pas comme ça, là. C'est pas parce qu'il est placé qu'on n'a plus besoin d'aide. Nos responsabilités... Il paraît que c'est encore aussi difficile. Bien oui, parce que nos responsabilités, après, sont lourdes. Guy ne parlait plus, donc je devenais sa voix. Je devais l'accompagner aux rendez-vous médicaux. Je travaillais à temps plein aussi. J'avais Sabrina à la maison qui était toute jeune. Donc, il faut basculer notre vie à travers tout. Notre vie bascule à travers tout ça. Et c'est pas donné à tout le monde de laisser un emploi. On va poursuivre sur cette idée-là tout de suite après la pause. Si vous voulez bien retenir votre idée, on va faire un tour de piste sur le même thème au retour. Mesdames, Messieurs, cette émission spéciale de 2 heures pour répondre à vos questions, préoccupations, inquiétudes sur la maladie d'Alzheimer se poursuit tout de suite après la pause. Restez avec nous. Me retrouver dans un centre. Ouais, ça, là, j'ai toujours été autonome dans toutes mes affaires. Puis j'aimerais pas ça me retrouver, ou que ma femme se retrouve dans un centre. J'aimerais pas ça. C'est l'effet de dépendre de quelqu'un d'autre. C'est ça qui est le plus préoccupant parce que si on s'en rend pas compte, c'est pas si mal, mais au moment où on s'en rend compte, ça doit être très difficile à accepter. Puis on voit des gens de plus en plus jeunes qui sont atteints de cette maladie. Il faut faire des efforts pour la prévenir. Dans la prochaine édition du Téléjournal de Radio-Canada. Énergie Est, la fin d'un projet coûteux et controversé. TransCanada retire ses billes et laisse un pays profondément divisé. Le Téléjournal, ce soir 21h. Le Fonds de solidarité FTQ vous offre une économie pleine de vie. Ariane est une athlète de haut niveau qui a participé aux Jeux olympiques de Sochi. Elle exerce maintenant le métier de nutritionniste sportive. Elle ne peut cesser de bouger. C'est crucial pour elle. Elle ne manque pas une occasion d'aller se ressourcer dans les bains scandinaves. Et à ce jour, elle maintient cette tradition.
Steve est président de Scandinave Spa. Son rôle est d'assurer l'expertise et la croissance de son groupe ici à Mont-Tremblant et aussi ailleurs au Canada. Scandinave Spa se veut un endroit de détente et de bien-être dans la plus pure tradition des bains nordiques. L'entreprise, qui est en pleine expansion, compte 4 sites, dont 2 au Québec, et vise la position de leader en matière de spa et d'hydrothérapie au pays. Grâce aux épargnes de milliers de Québécois, Ariane sait qu'elle peut se ressourcer de corps et d'esprit dans l'un des plus beaux endroits de la région. Une économie pleine de vie vous a été présentée par plus de 600 000 épargnants du Fonds de solidarité FTQ. Le soleil? Encore tombé dans le panneau. Nous sommes les Tremblay. On n'avait jamais eu la diarrhée causée par le colis entérotoxinogène. Nous sommes les Gagnons. On a déjà eu la diarrhée causée par le colis entérotoxinogène. Alors, on n'avait jamais pensé qu'on pourrait la contracter. On a donc décidé de se protéger contre ça avant notre voyage. On a tous pris du Coral 2 semaines avant le départ. On n'avait jamais entendu parler du Coral et on a passé nos vacances aux toilettes. Et on a passé nos vacances à la plage. Aidez à vous protéger contre la diarrhée causée par le colis entérotoxinogène en prenant du Coral avant votre voyage. En levant la main, qui s'appelle Michel? Donc, vous êtes tous des Michel. Vous avez tous le même nom, mais on s'entend que vous êtes différents. Je l'espère. Comme les Silverado édition spéciale. Ah, wow! Vous avez le Minuit, le Rallye, le Realtree et l'Évolution Sport. C'est vraiment rare. Il est fait pour moi. Cet automne, découvrez la gamme de véhicules à l'avant-garde de Chevrolet. Obtenez 20 % de rabais au comptant sur le PDSF de certains modèles Silverado 2017 jusqu'au 31 octobre. Plus propre! Ça tient la route! Un homme de terrain qui n'a pas froid aux yeux. Qu'est-ce qui est si compliqué? Une couverture sans compromis. Qu'est-ce qu'on dit à Washington? Du solide. En direct avec Patrice Roy, en semaine 17h. Ici RDI, quoi qu'il arrive. J'avais le goût d'arrêter de travailler, profiter de la vie. J'avais un réseau social, j'avais des amis, je voyais de temps en temps. Il y a beaucoup de projets que tu dois laisser de côté et te faire un autre chemin. Les projets maintenant, c'est plus des projets en couple. C'est des projets qu'une mère monoparentale doit penser. L'inconnu du futur, puis c'est énervant, je sais pas ce qui s'en vient. Tu vas voir quand c'est placé, qu'est-ce qui se passe avec tout ça, là, moi je sais pas. Si, admettons, en 2015, j'aurais eu du répit, que j'aurais eu de l'aide un peu plus, j'aurais été capable de le garder quand même un certain temps. Mais là, en n'ayant pas de répit automatique, il a fallu que je le laisse aller là-bas. À un moment donné, je vais avoir fait ce que j'ai pu. Malheureusement, ça va être quelqu'un d'autre qui va en prendre soin. Puis même présentement, OK, je suis allée en voyage en janvier pour changer le mal de place, mais par contre, j'arrive pas à retomber sur mes 2 pieds. D'autres témoignages de proches aidants. Ce tournage, je vous le rappelle, a été fait par la Société d'Alzheimer de Sherbrooke. On voit les déchirements que vivent ces personnes-là, placées ou ne pas placées. Si on ne donne pas assez de répit, elles tombent au combat, comme on le disait tout à l'heure. Je vais aller chercher les réactions d'abord à Sherbrooke de Mme Desgranges, de la Société d'Alzheimer de Sherbrooke. Mme Desgranges. Oui. Bien, effectivement, c'est un témoignage qu'on entend continuellement. Les aidants ont besoin de répit, ont besoin d'aide et il manque
de temps. Il manque de personnel pour offrir les besoins. Juste dans notre région, cette année, pendant l'été, un organisme communautaire, un de nos partenaires, a dû mettre fin à certains services de répit, pas parce que la personne n'en avait plus besoin, parce qu'il était en manque de personnel. Donc oui, c'est incroyable que ça puisse arriver à des aidants qui sont déjà tellement épuisés. Puis je sais que Mme Petit aussi parlait tantôt. Mon proche a été hospitalisé, puis ils m'ont dit votre santé va revenir. Ben non, sans aide, les proches aidants ne reviendront pas. C'est pour ça que dans les sociétés Alzheimer, on travaille aussi autant avec les proches aidants. On est là pour faire du suivi psychosocial, on a de la formation, on a des groupes de soutien pour leur permettre de parler ensemble, de socialiser, de créer des liens et de voir que non, ils ne sont pas seuls au monde à vivre cette réalité-là. D'ailleurs, l'entretien qu'on a eu avec Mme Marchal par l'intermédiaire de la Société d'Alzheimer de Montréal, moi, j'y ai rencontré là, des bénévoles, des gens, ils se préparaient des séances d'art-thérapie, il y a du chant, il y a toutes sortes d'activités pour les stimuler. Ça, c'est un peu partout, même chez vous, à Sherbrooke, vous avez ça. Oui, effectivement. Moi, je suis à Granby. Oui, à Granby, oui. Vous êtes c'est compliqué, l'administration au Québec, des fois. Vous êtes rattaché à... Oui, bien, on fait partie du CIUS de l'Estrie, mais on est en Montérégie, on est à Granby. Effectivement, oui, on a des activités de stimulation. C'est un service que nous, on a beaucoup développé à Granby pour donner du répit. Et c'est gratuit, ça, les sociétés d'Alzheimer? Oui, effectivement. La plupart de nos services sont gratuits. Il y en a certains, quelquefois, et certaines régions vont avoir des frais, mais la plupart de nos services, c'est totalement gratuit. Ça existe certaines existent depuis 20, 25 ans, 30 ans, alors qu'on parlait à peine de la maladie. Oui, effectivement. La Société de Granby a 33 ans d'existence. Bon. Madame Martin, vous êtes au Baluchon. Donc, Baluchon, on peut peut-être le dire, Dr Gaucher me disait les gens ne savent pas ce que c'est le Baluchon, mais peut-être qu'il a raison, là. Baluchon, Marie Gendron a fondé ça, une vingtaine de personnes donnent du répit, vont vivre avec le patient dans la maison. Et ça dure quoi? Minimum 4 jours, maximum 14 jours consécutifs, c'est-à-dire 24 heures sur 24. En fait, c'est l'équivalent de l'hébergement temporaire, mais à domicile. Ouais. Ce que ça permet, c'est de donner un vrai répit au proche aidant, lui permettre de prendre un peu de recul, d'aller dormir. Hein, on l'a entendu, c'est souvent une demande qui nous est faite. Et en fait, on est partout au Québec. Et la baluchonneuse est une employée, donc ce n'est pas des bénévoles. Elles sont formées et payées, assurées aussi pour le travail qu'elles font. Et ce qu'elles font, c'est en fait prendre en charge 100 du rôle du proche aidant pendant que lui part en vacances. Et elle a aussi comme rôle de mettre en place des stratégies pour qu'au retour de l'aidant, son quotidien soit un petit peu plus facile. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir une baluchonneuse? En fait, on parle à notre travailleur social. On travaille en complémentarité avec le réseau public de santé. On travaille aussi en complémentarité avec ce que fait les sociétés Alzheimer. Donc, on parle à notre travailleur social. On lui dit, je veux du baluchonnage. Et chez nous, le baluchonnage, c'est 15 $ par jour. Donc, par 24 heures travaillées, ça ne coûte que 15 $ pour le proche aidant, puisque c'est le réseau public de santé qui assume... Est-ce qu'il y a une liste d'attente? En fait, au moment où on se parle, on a à peu près 2 mois d'attente, le temps de préparer les dossiers. Donc, si on avait une demande ce soir, par exemple, bien, on pourrait aller donner du service en décembre, quelque chose comme ça. Eh mon Dieu, on est mieux de s'y prendre d'avance quand même. Est-ce que vous avez besoin de baluchonneuses ou de baluchonneurs, j'imagine? C'est pas juste des femmes? En fait, on a un garçon baluchonneur, le reste, ce sont des filles. Effectivement, c'est un métier qui est encore porté par le visage de la femme. Et, vous êtes financé par des fonds, un peu le gouvernement, puis un peu des... Majoritairement le gouvernement. On a aussi la Fondation Baluchon-Alzheimer qui permet justement d'augmenter le nombre de jours de baluchonnage. Cette année, la Fondation Baluchon aura permis d'offrir 230 jours de baluchonnage. Il vous en faudrait combien pour répondre à toutes les demandes? Écoutez, c'est une question auquel on peut difficilement répondre puisque le premier filtre est fait par le réseau public de santé. Mais nous, ce qu'on sait, c'est qu'avec l'équipe qu'on a actuellement, on pourrait faire 3000 jours de baluchonnage et on est autour de 2000 par année. Madame D'Alessio, ça vous interpelle, hein? Bien, c'est certain, c'est sûr. C'est sûr que pour la clientèle plus âgée, on en discutait tout à l'heure, je vous rappelle que la moyenne d'âge de nos clients, c'est 89 ans. Des fois, pour des couples plus âgés, c'est un programme qui est un peu plus difficile d'accès. Mais régulièrement, nos intervenants inscrivent des gens au baluchonnage. Puis quand la formule marche, ce qui est idéal pour les usagers, c'est qu'ils restent chez eux, sont moins perturbés quand
leur proche revient de leur Est-ce qu'on peut dire qu'il y a dans le réseau un préjugé très favorable pour le maintien à domicile le plus longtemps possible, tant que les personnes peuvent? Oui, oui, c'est le mot d'ordre, puis c'est le désir des individus les personnes, aussi. Oui. Puis je voudrais dire aussi que là, on parle quand on a besoin d'aide importante, mais il faut savoir aussi qu'il y a des équipes de recherche qui ont développé puis ensuite implanté des soutiens pour les proches aidants. Donc, ceux, par exemple, qui, en ligne, aimeraient avoir comme du coaching pour les appuyer, il y a même des gens pour leur répondre. C'est aidant.com. Donc, c'est un service qui peut aider. Et il faut dire aussi que dans les cliniques, on est très liés avec les cliniques de cognition. Les cliniques de cognition. On est aussi liés avec... On fait des références à l'organisme comme l'Appui Société Alzheimer. Mais est-ce qu'on peut se dire parfois les vraies choses? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des listes d'attente? Parce que Mme Gauthier, à Québec, ça a pris 6 mois, je pense, avant d'avoir un neuropsychologue pour le diagnostic. Il y a des listes d'attente quand même, non? Pour avoir des services? Bon, je ne veux pas que demain, il y ait une affluence. Non, non. On arrive à donner un service. Bien, c'est sûr que les cliniques de cognition c'est des références par les médecins. Oui. Donc, c'est lorsqu'il y a une difficulté... C'est pour l'ensemble des services. Lorsque, finalement... Mais ce qu'on veut maintenant, c'est que la première ligne joue son rôle, qu'on reçoit les cas complexes et on va même jusqu'à donner des appuis psychologiques aux aidants lorsqu'on voit qu'ils sont en souffrance. Parce que dans le bureau, la première chose que je me dis, cette situation va aller bien si la personne qui est en face de moi va bien. Donc, le bien-être de l'aidant, c'est une priorité. Oui, moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur tout ce qui vient de se dire. Je vais essayer d'être concise. Oui, le désir de plusieurs proches aidants est de le garder à domicile. Le désir du gouvernement aussi, parce que ça coûte bien moins cher. C'est-à-dire que si on enlevait tout le travail des proches aidants, où trouverait-on cet argent-là? Il faut savoir que notre travail, il y a quelqu'un qui nous appelait des proches aidants surnaturels. C'est Mario Paquet, qui est directeur de santé publique à Lanaudière. Moi, je me reconnais beaucoup là-dedans. C'est un travail colossal. Comme on le disait, pas tant physique, démarches administratives, démarches à l'hôpital, neurologue, domestique, soins, et le plus important... Les soins d'hygiène, ça ne doit pas être facile. Non, mais le plus important, c'est le soin relationnel. Comme le disait Mme Fadoul, c'est ce qui a fait qu'il est resté à la maison et vivant. Donc, tout ce travail-là, c'est ça qui fait qu'on est fatigué. Et on fait ce travail-là avec des chocs, avec une adaptation continuelle. C'est comme si tous vous autres, vous allez travailler et chaque jour, vous ne savez pas à quoi vous attendre. À quoi vous attendre. C'est ça qui est fatigant. Et ce qu'on a besoin, c'est de répit. Bien sûr, des conseils, etc. Mais moi, je suis très contente d'avoir été invitée comme expert proche aidant parce que nous avons beaucoup d'expertise aussi. Bien sûr. J'allais prendre les réactions très rapidement de Mme Gauthier à Québec puis de Mme Desgranges à Sherbrooke, mais en y allant, je vais quand même prendre un très court extrait d'une question, d'un commentaire de René Simon-Jobin de Québec qui dit « Qu'en est-il de la mémoire affective de ces grands malades avec qui l'amour est toujours conjugué au présent? Au fond, il y a une relation émotionnelle qui est très importante à maintenir. » Mme Gauthier, vous voulez réagir? Bien, oui, je voulais réagir parce que, bon, on parlait de clinique de cognition. Encore faut-il arriver à la clinique de cognition avec le bon diagnostic, ce qui n'a pas été le cas dans le cas de mon père. Et Madame disait tout à l'heure que le travail de proche aidant n'est pas nécessairement physique, mais lorsque vous êtes la seule personne ressource à l'intérieur de la maison pour entretenir le patient, à 80 ans, 82 ans. Oui, effectivement. Ça devient très difficile et très épuisant pour le proche aidant. Parce qu'on entend parler de coupes de service, des heures qui sont coupées ici et là. Je ne sais pas si vous pouvez commenter là-dessus, Mme D'Alessio. Mais c'est certain que c'est une préoccupation de bien répondre aux besoins des usagers. En même temps, on a des choix parfois difficiles, mais ça repose souvent sur... Les meilleurs choix qu'on peut faire, c'est basé sur des bonnes évaluations d'équipe. C'est-à-dire que souvent, on interpelle les travailleurs sociaux, les infirmières, on a des nutritionnistes sur les équipes, puis c'est de cette façon-là qu'on détermine l'allocation des services qu'on peut donner. Monsieur Ochédusco. Oui, dans mon cas, moi, je dois... Oui, merci.
Dans mon cas, moi, je dois intervenir aussi de façon physique parce que la maladie, on est comme dans les derniers 1000, là. Comme je le mentionnais, mais j'ai quand même de l'aide de mon CHSLD, de la Société Alzheimer. Et je profite de répit à l'occasion, mais j'en prends pas beaucoup. Le secret, c'est si on garde quelqu'un à la maison, il ne faut pas que ce soit une corvée. Donc, il faut juste le faire avec amour et se donner aussi des périodes de loisirs et des trucs qu'on aime, parce que sans ça, on ne passe pas à travers. C'est très difficile. Ouais. Moi, parce qu'il faut gérer aussi, parce que je suis, comme on mentionnait, je suis la seule ressource. Donc, je dois gérer tout l'aspect, que ce soit côté médical, côté hygiène, côté alimentaire. Donc, c'est demandant. Mais alors, je la cherche. C'est pour ça. Puis je prends pas... Oui, allez, c'est bon. Ce que je voulais dire, c'est important le milieu de vie, par contre, pour la personne atteinte. Donc, mais il faut le faire. Il ne faut pas que ça devienne une corvée, sinon, je vous suggère de les placer. Oui. Madame Desgranges à Sherbrooke, rapidement, avant qu'on puisse aller à la pause à nouveau. Oui, bien nous, à Grimby, on a développé une nouvelle approche avec la chercheure Hélène Carbonneau, qui est le rehaussement de la qualité de vie. Et c'est une approche qui est vraiment basée sur le plaisir, le bonheur, les loisirs. Donc, souvent, quand la maladie apparaît, on voit l'autre personne, la personne atteinte, comme étant une personne malade. Mais en arrière de la maladie, il existe bel et bien une personne. C'est son conjoint, c'est son père, c'est sa mère. Et souvent, le lien qui les unissait, le lien premier, disparaît. Donc, nous, on essaie de travailler avec autant le proche et l'aider en diade, à faire des activités pour qu'ils retrouvent ces moments de bonheur-là ensemble, qu'ils retrouvent le plaisir de travailler ou de seulement avoir des activités. Et on leur fait faire des activités qui sont reproduisables à la maison. Donc, l'aidant repart avec des outils pour retourner au quotidien et pouvoir vivre d'autres bonheurs là, à la maison. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve, mesdames, messieurs, tout de suite après la pause. On poursuit cette émission spéciale. À tout de suite. Toutes ces activités de stimulation, d'art-thérapie, ont un impact sur leur bien-être, leur mieux-vivre, leur autonomie? Oui, et parfois, ils vont même trouver une activité qui fait du sens pour eux, qui donne un sentiment de compétence. On a un homme, par exemple, qui vient dans les groupes d'art-thérapie. Maintenant, il y a des commandes à chaque semaine, des gens qui veulent qu'il fasse des toiles, et il fait des belles choses. Il n'a jamais connu l'art dans sa vie antérieure parce qu'il a passé son temps à travailler, puis à mettre l'emphase sur sa carrière. Puis avec ça, il a découvert qu'il y a encore des capacités, il y a encore des talents. Et les gens ont encore quelque chose à contribuer. Et je pense que c'est un message important. Ce soir, le ministre Carlos Letao est notre invité. On suit Bombardier, les droits anti-dumping. Et bien sûr, on vous parle de l'effet économique de l'abandon du projet Énergie Est. Ici RDI, quoi qu'il arrive. Je l'aime vraiment, l'Escape. Moi aussi, mais il va falloir acheter des pneus d'hiver. Même pas? Vos détaillants Ford savent bien que l'hiver arrive vite des fois. Allez-y, les gars! En ce moment, vous obtenez un ensemble de sécurité d'hiver sans frais supplémentaires, incluant des pneus d'hiver, des jantes et des capteurs approuvés par Ford. Comme ça, plus besoin d'y penser. On aime ça. Et vous pouvez démarrer votre Escape de partout avec votre téléphone intelligent grâce à Ford Pass. Partir au chaud. C'est moi qui conduis. Avec 0% et l'ensemble sécurité d'hiver, c'est facile d'embarquer avec Ford. Pourquoi je fais ça déjà? Pour qui? Pour moi? Ma famille? Est-ce que je suis la seule qui veut tout donner pour mon entreprise? Pour mes employés? La seule qui voudra jamais s'arrêter? Vous n'êtes plus seul. BDC est la seule banque qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. BDC, financement, conseil, savoir-faire. Montréal a une nouvelle adresse. C'est un grand parc central pour relaxer et se régénérer. Ce sont des cafés, boutiques et épiceries pour se ravitailler et se rassembler. C'est avant tout une façon de profiter de la vie dans un lieu contemporain unique. Des condos à la finition impeccable et d'agréables espaces communs. Voici Westbury Montréal, un concept d'habitation remarquable et novateur. Westbury Montréal, bien plus qu'une adresse, une vie de quartier.
TransCanada abandonne son projet d'oléoduc Énergie Est en raison des nouvelles exigences de l'Office national de l'énergie. Ottawa va consacrer un peu plus de 30 millions de dollars dans la lutte contre les suicides au sein des Forces armées canadiennes. Le rapport d'autopsie de 7 des 15 baleines noires cet été dans l'Atlantique Nord conclut que leur mort est attribuable à l'activité humaine. Québec solidaire et Option nationale unissent leurs forces. Les militants des deux partis devront entériner la fusion lors d'un congrès en décembre. À Toronto, la construction d'une nouvelle tour qui deviendra le plus haut immeuble habité au pays a été officiellement lancée. Vous êtes sur ici, RDI. Quand je suis rentrée de mon voyage en Asie, le douanier m'a demandé « Avez-vous quelque chose à déclarer? » J'ai dit « Ben oui, un voyage fabuleux, des souvenirs inoubliables et surtout, une nouvelle amitié. Jolie robe. Ben oui. Que ce soit pour un billet d'avion, une réservation d'hôtel ou une croisière, Sinorama est là pour vous. » Derrière le sourire de Mamadou, il y a sa toute nouvelle garderie. Derrière cette garderie, il y a un centre de transformation du riz qui contribue à l'essor de toute la communauté. Derrière ce centre, il y a des centaines de femmes qui prennent en main leur destin, comme la maman de Mamadou. Derrière ce succès, il y a l'accompagnement des volontaires du Ceci. Dans des dizaines de pays, grâce à des centaines de projets, des centaines de milliers de femmes entrepreneurs sourient de pouvoir offrir de meilleurs lendemains à leur famille. Tout cela est rendu possible par Ceci. Donner. L'important quand tu magasines un camion, c'est de t'assurer qu'il y a une boîte. Parce qu'un camion pas de boîte, t'as un char. Une boîte pas de char, t'as un trailer. Après, que tu veuilles un Tyran, un Rambo ou un Sylvain Rado, le truc que je donne, c'est le prix du gros.com. Pas trop compliqué que ça. 21 concessions, 16 marques. Les camions, il y en a un char. Quand je suis rentrée de mon voyage en Asie, le douanier m'a demandé « Avez-vous quelque chose à déclarer? » J'ai dit « Ben oui, un voyage fabuleux, des souvenirs inoubliables et surtout, une nouvelle amitié. Jolie robe. Ben oui. Que ce soit pour un billet d'avion, une réservation d'hôtel ou une croisière, Sinorama est là pour vous. La société Alzheimer, bon, c'est remarquable. On a des spécialistes qui sont très gentils, on a des activités intéressantes, ils ne nous font pas faire des activités pas intéressantes. Et puis oui, on sort aussi, on va visiter des musées. Qu'est-ce qu'on a fait aussi une fois? Ça fait bien longtemps, il me semble qu'on a été une fois tous ensemble au cinéma voir un film drôle, mais on était au cinéma, on chante, mais vraiment plein d'activités où des fois maintenant aussi... C'est presque une planche de salut, dans le fond, quand on a une organisation comme celle-là. Oui. Ah oui, moi je trouve ça extraordinaire. Et puis c'est réconfortant de voir parce que, bon, à part peut-être, comme je vous dis, juste 2 personnes qui sont pas du tout au même niveau, et puis ça dérange pas, ça. On comprend parce qu'on y est, nous. Alors, bon, même si on l'est moins, là, c'est vraiment agréable parce qu'il y a une bonne entente entre nous, une bonne ambiance aussi. Alors, Marie-Françoise Marchal, je vous la présentais en début d'émission, 67 ans. Elle vit avec la maladie depuis 3 ans, très bien entourée d'un conjoint, de 2 filles qui encouragent son autonomie. Et vous la voyez heureuse, inquiète aussi de l'avenir, mais heureuse quand même, qui vit au moment présent de manière très intense. Et ça témoigne bien de l'importance d'avoir accès à des ressources. Dans ce cas-ci, c'est bien sûr la maladie la société d'Alzheimer, mais aussi ses proches. Des questions pour vous. D'abord, Mme Rochelot de Montréal, comment les proches aidants font monétairement? Ils ne peuvent pas laisser leur travail. Et j'ajouterais à ça 2 autres questions parce qu'elles sont sur le même thème. On se demande s'il ne faut pas être riche pour être malade. Mme Lacoste qui nous dit « Pour un couple avec un seul revenu moyen, il est impossible de prendre une place dans le réseau privé. Le coût, c'est entre 2 000 et 5 000 $ par mois. Et pour avoir une place en CHSLD, il faut être inscrit entre 2 et 3 ans avant de pouvoir y accéder. Et quelqu'un qui on connaît l'identité de la personne du prochain courriel, mais elle ne voulait pas qu'on l'identifie à l'antenne, peut-être pour ne pas vivre cette stigmatisation-là dont Mme Brenne nous parlait tout à l'heure. Nous n'avions aucun fonds de pension. Nous avions ramassé derrière. Tout y est passé. Je n'ai plus rien. Pour me permettre de garder ma copropriété, c'est une connaissance qui m'a prêté l'argent que je vais rembourser avec l'assurance vie quand mon mari va mourir.
pourrait-on rémunérer les proches aidants? Écoutez, la question financière, vous la vivez, vous aussi, Mme Bren? Je la vis depuis 13 ans. Donc, moi, j'ai fait le choix de travailler à temps partiel pour m'occuper de mon jeune garçon et de mon mari. Oui, il avait 2 ans, votre garçon, quand... Au diagnostic, il avait 5 ans. Il rentrait... Ça a pris 3 ans, le diagnostic. 3 ans. Une parenthèse, 3 ans de diagnostic. Ça dépend des patients, ça dépend des symptômes initiaux. Oui. D'accord. Et depuis qu'il, lui, a la retraite, j'ai arrêté complètement. Sa maladie a avancé aussi. Et j'étais entièrement... Nous vivions à 3 sur une maigre petite pension d'écrivains et de comédiens. Ouais. Alors, c'est un choix que moi, j'ai fait. Alors, est-ce qu'on doit payer le prochain aidant? Moi, avant de parler d'être payé, c'est le répit, c'est la reconnaissance, c'est d'être un vrai partenaire. Parce qu'on est un peu reconnu. On parlait du statut. Il n'y a pas de statut. Il y a une espèce de reconnaissance dans les soins de santé. Mais une reconnaissance... en l'air. Je vais aller chercher la réaction de Sabrine Lacoste. Sabrine, vous étiez une toute jeune proche aidante. Les crédits d'impôt pour proche aidant, je pense qu'il faut avoir 70 ans pour ça. Sabrine? Oui, dans le fond, moi, j'ai jamais reçu d'argent pour ça. Mais ce que je trouvais ridicule, c'est le fait que ma mère devait payer des frais intenses pour mon père dans le CHSLD en continuant à payer mes études. Puis moi, dans ce temps-là, j'étais à l'école secondaire, donc j'étais au privé. Donc là, c'était cher... Mes études, c'était cher. Puis ensuite, quand j'étais arrivée au cégep, bien, c'est sûr qu'à chaque session, on doit payer les frais d'école plus les cahiers. Donc, je me suis toujours demandé comment ma mère allait pouvoir y arriver. Puis ensuite, ma mère, elle est tombée malade, elle a fait une dépression. Donc après, elle devait mettre le travail de côté tout en continuant à payer le CHSLD à mon père et payer la maison. Parce que le CHSLD, c'est quand même... On contribue. Dès qu'on a une petite propriété, il faut payer le maximum, je pense. C'est 1 800, 2 000 $. Madame Petit, voulez-vous ajouter quelque chose à ce que votre fille a dit? Bien oui, c'est vrai, les frais, mais il y a aussi que financièrement, il faut travailler. Et ce que je trouve dommage, c'est que, moi, j'ai dû me battre pour garder un emploi parce que, j'avais un employeur qui était pas très, très, très compréhensif. Fait que moi, c'est ça que j'ai eu de la misère à gérer. Donc, pas de reconnaissance ni de l'employeur? Bien, il faut décider entre est-ce qu'on va travailler ou est-ce qu'on va à un rendez-vous médical avec notre mari. On ne devrait pas avoir à faire ce choix-là. On a assez de difficultés en tant qu'aidant. On ne devrait pas être à côté au pied du mur, surtout pas dans une situation comme ça. Parce que c'est du plein temps en plus que vous vivez. Monsieur Ochet-Dusco, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, dans ma situation, dans mon cas, c'est en début de maladie, ça allait bien, il y a une autonomie. Mais lorsque je travaillais, j'avais de l'aide de mon beau-fils et c'était pas évident de revenir de travailler et ensuite prendre charge de ma conjointe. Maintenant, je suis retraité, ça va mieux. Et quand on parle de crédit d'impôt, là, la plupart, il y a un grand nombre d'aidants naturels sont des conjoints. Et pour les conjoints, il faut avoir atteint l'âge de 70 ans. Si je garderais ma mère, j'aurais aucun problème pour avoir le crédit d'impôt. Je pense qu'on sait très bien qu'il y aurait peut-être ça coûterait cher. Mais on veut que les gens restent à la maison, mais on n'a pas nécessairement l'aide financière. Et j'appuie ce qu'on vient de dire là, au niveau. Oui, Madame Gauthier. En fait, à part manger les fonds de pension, il ne reste pas beaucoup de solutions quand on sait qu'en bout de ligne, lorsque les impôts arrivent, on a versé à peu près 22 000 $ pour l'année pour garder mon père en CHSLD. Madame Martin. En fait, je pense qu'on a une belle occasion de se faire entendre parce qu'on est actuellement à revoir la politique Vivre et vieillir ensemble avec un nouveau plan d'action pour 2018 jusqu'à 2023. Et Baluchon va déposer un mémoire en commission parlementaire justement pour mieux faire reconnaître les proches aidants, mieux faire reconnaître le travail et la fragilité qu'entraîne le rôle de proche aidant, autant sur le plan psychologique que sur le plan financier. Oui. Mais effectivement, comme je dis à mon équipe, il faudrait que les bottines suivent les babines. Alors, évidemment, on sauve de l'argent à l'État si on les garde à la maison, mais au prix d'un travail, d'une autonomie financière. Alors, mesdames, messieurs, on poursuit cette émission spéciale tout de suite après la pause avec une des questions qui a été reçue. Vous étiez nombreux de faire parvenir une question. C'est sur la fin de vie des personnes atteintes d'Alzheimer. On revient. Cet automne, voyez le monde tel qu'il est. Ici Explora.
curieux de nature. Passionnés du 7e art, rendez-vous dans la section cinéma de radiocanada.ca. Pour l'horaire des films à notre antenne, des capsules exclusives, le blog de la chroniqueuse Hélène Faradji et même pour tester vos connaissances. radiocanada.ca/cinéma. En direct avec Patrice Roy, en semaine 17h. Ici RDI, quoi qu'il arrive. Il y en a que ça stresse. Moi, ça me relaxe. Et pensez-vous que ça va être bien long? Pas le choix de suivre, hein? Intac Assurance, ça va offrir jusqu'à 25 de rabais avec le programme Ma Conduite. On roulera pas après le trouble. Puis avec la protection Bon Dossier gratis pour les nouveaux clients, vous pourriez avoir jusqu'à 2 accidents pardonnés. Hey, ça me fait penser, ça. Une fois, mon ami était parti en Gaspésie. Il a mouillé 2 jours dans tout le voyage. Bien, ces 2 jours-là, a eu 2 accrochages. Voyez, avec la protection Bon Dossier gratis pour les nouveaux clients puis ces 2 accidents pardonnés, votre ami aurait pu avoir un voyage de rêve à faire rêver. Puis avec l'argent qu'elle aurait sauvé de ses assurances, elle aurait pu vous ramener un beau souvenir comme un rocher percé en pierre à savon mâché à main. Je vais vous dire, c'est comme si Intac Assurance avait le pouvoir de transformer les tempêtes en beau temps. Bon, vous rappelez-vous de l'adresse, vous? Économisez jusqu'à 25 sur votre prime. Nouveaux clients, vous pourriez obtenir gratuitement la protection Bon Dossier pardonnant 2 accidents. Faites le 1-855-388-5987 maintenant. Chez Family Prix, nous croyons que l'activité physique est une bonne chose. Nous croyons aussi que le prix incroyable des produits Incognito à 2,99 $ jusqu'à mercredi va faire courir pas mal de monde. Family Prix, ma destination santé. Les arrêts au sol traditionnels contiennent beaucoup d'eau, qui finit par retomber et gâcher l'expérience. Voici Airwick Pur. 9 fois plus de parfum et moins d'eau. Vaporisez un superbe parfum contenant moins d'eau. Airwick Pur. Plus de parfum, moins d'eau. Aussi en vaporisateur automatique. Parfumez la maison toute la journée avec des bouffées automatiques sans eau ajoutée. Les vaporisateurs automatiques Airwick. Maintenant avec Pur. Hey, j'ai gagné 80 000 avec le billet à gratter des Canadiens. 80 000? Dis bonjour à mon nouveau salon. Puis, t'aimes ça? Qu'est-ce que t'as... Je peux te... Le billet à gratter des Canadiens. Jusqu'à 80 000 $ à gagner, ainsi que des lots exclusifs du tricolore. Le billet des vrais fans. Collection Tricot Passion. Toutes les semaines, découvrez des créations top tendance grâce à vos fascicules pleins d'idées mode et déco. Et avec chaque numéro, une pelote de couleur pour assembler votre superbe couverture carré après carré. Le numéro 1, 2 aiguilles et 2 pelotes, 1,95 $ seulement. Avec des lignes audacieuses, des accents élégants et une foule de caractéristiques en matière de technologie de pointe. Voici la toute nouvelle... OK, je suis réveillé. Je suis réveillé! On y va-tu? C'est parti! Fait que pour souper, peut-être qu'on pourrait... Regardez en avant. Ah, ouais. La toute nouvelle Rio, elle dépasse vos attentes et bien plus. Moi, je suis prêt comme fils aujourd'hui. J'aurais été prêt. Je serais prêt aujourd'hui à ce que ma mère... Bon, c'est difficile à dire, là, mais... Le débat mérite d'être ouvert. Moi, je suis persuadé que moi, ma maman, si elle s'était vue, comme je l'ai mentionné, dans l'état où elle est aujourd'hui, où elle ne vit plus, elle est prisonnière de son corps, elle ne sourit plus, elle ne me reconnaît plus, elle ne marche plus, elle m'aurait sûrement dit « Tu auras un mandat d'inaptitude pour ma vie un jour. Je te fais confiance. » C'est François Bonnardel, le député de la CAQ, qui intervenait il y a quelques mois sur l'aide médicale à mourir. Donc, est-ce que les personnes atteintes d'Alzheimer devraient avoir accès? Pour le moment, le consentement éclairé anticipé n'existe pas, mais tant qu'à Ottawa qu'à Québec, on a des groupes de réflexion. Ça fait partie du grand débat social. Cette question-là, vous avez été très nombreux à nous la poser. Je vais la soumettre à tous mes invités. On ne ferait pas le débat ce soir, on est pour, on est contre, mais exprimer le souhait de l'un ou l'autre option et pourquoi. Alors, je vais citer Mme Bergeron de Montréal qui dit elle souhaite qu'on ait recours à l'aide médicale à mourir parce qu'elle a vu son père de 91 ans émacié, déshydraté. Pourquoi le CHSLD a-t-il attendu si longtemps avant de procéder?
M. Saint-Laurent, lui, dit qu'il a été témoin de la fin de vie de sa belle-mère qui a perdu son combat. Elle n'était plus capable de s'alimenter, la famille ayant refusé le gavage selon la volonté de la patiente, si on l'a respecté. Et la belle-maman est décédée finalement après 11 jours de souffrance atroce. Aucun soin palliatif, aucun protocole pour alléger la souffrance, l'horreur. Donc, c'est une fin de vie. J'enchaîne parce qu'elles sont nombreuses. Monsieur Benoît qui nous dit, dans un CHSLD, son épouse est décédée. Elle aurait eu la chance de mourir en juin 2015 d'une infection du sang, mais contrairement à sa volonté exprimée, on s'est acharné, au fond, sur elle. Et puis, 2 Facebook. Je les enchaîne parce que c'est tout le même thème. Où en sommes-nous avec l'assistance à mourir pour ce type de maladie incurable? Et Mme Gagné écrit, devrait-on pouvoir donner accès écrit de l'aide médicale à mourir pour la personne atteinte pendant qu'elle est en pleine conscience? Donc, c'est une question qui préoccupe beaucoup. Je vais commencer par les proches aidants. Mme Brenne, vous. Alors, mon mari, dès le début, a dit, moi, le suicide, non. Il y a 2 mois, parce que maintenant, c'est plus possible déjà, il y a eu une pente vertigineuse. Je lui ai dit, est-ce que c'est encore bon pour toi de vivre? Et il m'a dit, oui. Bon. Alors, lui, c'est clair, c'est très personnel. D'accord. Il faut respecter cette... Madame Gauthier à Québec, oui. Je suis convaincue à 100 % que si mon père se voyait dans cet état-là, qu'il dirait, OK, c'est fini. Mais, bon, de notre côté, ma mère et moi, on a demandé qu'il n'y ait pas d'acharnement médical, mais il est passé à travers une pneumonie par aspiration, quelques bonnes absences, et il est toujours là. Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est ça. Sabrina? Oui, moi, dans le fond, mon père puis moi, on n'a jamais pu discuter de ça. On n'a jamais parlé de ce sujet-là, mais c'est sûr que mon père aurait voulu. Il n'aurait jamais voulu se voir dans cette situation-là à la fin. Mon père, quand on a signé les soins palliatifs, mon père a duré 2 semaines. Il s'est battu pendant 2 semaines. On dirait qu'il ne voulait pas partir, mais on voyait comment il était fatigué. Puis nous aussi, on était fatigués. Bien sûr. Et Mme Petit, vous êtes la maman de Sabrina. Oui. Et vous avez été témoin de cette fin de vie extrêmement difficile. Oui, oui. Guy avait beaucoup de souffrance dans les yeux. On voyait que... Non, il ne voulait pas partir, mais... Il était tellement souffrant que je pense que s'il avait pu exprimer son souhait, il m'aurait demandé de l'aider à partir. Oui. Monsieur Ochedusco. Dans notre situation, ma conjointe est toujours rayonnante malgré la maladie. Ça peut paraître bizarre. Elle a quand même un sourire contagieux. Et à ce stade-ci, je pense qu'elle a encore le goût de vivre parce que jamais elle sourit souvent, elle me regarde. Je sens qu'elle est encore... elle ne souffre pas. Puis je pense qu'elle tient à la vie. Du moment, pour l'instant. Ça peut paraître bizarre, mais elle a quand même, je maintiens quand même une qualité de vie pour elle. Et pour l'instant, moi, c'est pas... on n'en est pas là. Et je ne sais pas ce qui va arriver. Donc, j'ai peur un peu de l'après, mais... On fait ce qu'on peut. Bien sûr, on voit votre courage. Alors, peut-être que je pourrais entendre Mme Martin et ensuite Mme Desgranges. Mme Martin, qu'est-ce qu'on vous dit, les personnes que vous côtoyez? Bien, en fait, je pense que c'est pas autant la peur de mourir que la peur de souffrir. On l'a entendu encore. Alors, peut-être que le soin palliatif devrait être aussi plus accessible pour la clientèle atteinte de maladie d'Alzheimer parce qu'on le sait que, bon, il y a une très grande occupation des soins palliatifs par les gens qui ont le cancer. C'est pas un débat non plus, mais il reste quand même que, effectivement, mourir dans une chambre d'hôpital ou mourir toute seule à la maison peut entraîner beaucoup de souffrance morale, beaucoup de souffrance physique. Et je crois que si on était capable de mieux gérer cette souffrance-là, bien déjà, on aurait peut-être un bout du sujet de gagner. Madame Desgranges, à Sherbrooke, qu'est-ce qu'on vous dit là, chez les personnes que vous côtoyez? Je dirais que c'est assez partagé. Ce qu'on entend beaucoup, par contre, c'est que les proches aidants veulent que leurs proches vivent jusqu'à la fin dans la dignité. Ouais. Donc, qu'il y ait des soins de qualité, des soins qui sont humains. Donc, oui, c'est assez partagé. C'est vraiment une question plus personnelle. Avez-vous l'impression que c'est pas toujours le cas, qu'on ne meurt pas toujours dans la dignité? J'ai l'impression que non, parfois. Oui, c'est pas tout le temps humain. Ouais. Oui, on échappe. Dr. Gauthier.
Juste rappeler que l'histoire naturelle de la maladie d'Alzheimer, comme le Parkinson, ce sont des pneumonies d'aspiration à cause de troubles de déglutition. Et on survit habituellement à la première pneumonie, mais peut-être pas à la deuxième. Et c'est le moment de préparer la famille à la fin de vie. Et idéalement, de préparer des soins de confort qui peuvent aller des patchs de morphine ou de l'oxygène qu'on peut faire à la maison avec une équipe de soins palliatifs. Oui, Dr. Kergoat, parce que ce n'est pas toujours le cas, semble-t-il, avec les témoignages qu'on a. Bien, c'est sûr. Tout est perfectible et là, il y a un grand espace pour améliorer, je pense, la qualité des soins. Les soins palliatifs, ça existe, ça peut être de qualité, c'est enseigné, ça devrait être plus répandu. Il y a toute une question, on le dit, il y a des valeurs, il y a des individus, il y a des croyances. Il faut respecter chaque personne. Là, j'ai des gens qui, étant dans la phase débutante de leur maladie, ont déjà fait des testaments biologiques en prévoyance. Et ils ont indiqué qu'est-ce qui c'était une qualité de vie et quand la vie n'avait plus de qualité. Mais je crois que c'est des choix individuels, mais on doit vraiment améliorer nos soins palliatifs. Oui, on a à l'esprit, je ne sais pas si vous l'avez vu, le film Still Alice avec Julianne Moore, qui est un neuropsychologue, donc qui avait fait des choix, mais cette décision politique d'accorder ou non le choix éclairé de faire un choix anticipé, ça va faire débat. Hein? C'est ça. Ah oui. Mais et ça rentre dans l'accompagnement. Je pense, dans ces maladies-là, le soignant accompagne, on essaie d'accompagner l'accompagnement. Madame Delessio. Mais pour ma part, c'est le confort, c'est la dignité. Puis c'est justement le mot que je voulais ajouter, c'est l'accompagnement. Pour chaque situation, je pense, quand il y a encore de la vie, quand il y a encore du plaisir au quotidien, les situations évoluent dans le temps, mais il faut prendre le temps d'accompagner les proches pour bien réfléchir à ces questions. C'est des gros enjeux. Puis il faut prendre le temps de se déposer. Et on prend acte du fait que cette question-là a été posée plusieurs fois ce soir. Il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient pouvoir faire ce choix-là. Et je voudrais juste rajouter que pour avoir du plaisir, c'est un grand mot, c'est pas que des soins. C'est une relation où on permet à l'autre d'exister dans le plaisir, dans l'amour. Et est-ce qu'on a ça dans les CHSLD? On a des bons soins, mais il n'y a pas le temps pour ça. C'est beaucoup de temps, ça. Alors, on va revenir, Madame, Messieurs, pour la conclusion de cette émission spéciale. Oui, les 2 heures sont déjà presque terminées. On se retrouve pour le mot de la fin avec mes invités tout de suite après la pause. Qu'on met fin au projet Énergie Est et Réseau Principal Est. Il y avait un mur, littéralement, d'opposition contre Énergie Est et on peut juste être satisfait, autant pour la protection de l'eau... RDI Matin, en semaine, 5 heures. Ici RDI, quoi qu'il arrive. Trouver son camion de rêve pas cher, ça peut rendre émotif. OccasionHonneur.com, trouvez à prix imbattable votre véhicule de rêve. Des milliers de véhicules approuvés chez des concessionnaires certifiés. Occasion en or, garantie, le vôtre, on l'a. Emergency! Un punch pétillant de vitamines. L'idée du ninja dans votre journée. Si vous utilisez une crème adhésive au lieu des coussinets C-Band, la tenue de vos prothèses pourrait diminuer pendant la journée. Seul C-Band offre une formule à libération graduelle qui assure une tenue 75% plus solide toute la journée que la crème la plus vendue. Fini les fuites. C-Band, une tenue plus solide toute la journée. Chez Léon, c'est l'événement Prix des employés. Obtenez le prix des employés sur tous les meubles. Obtenez le prix des employés sur tous les matelas. Obtenez le prix des employés sur tous les électroménagers principaux. Dernière fin de semaine du solde prix des employés chez Léon. Ça va être tellement bon? C'était tellement bon, ça. Zantac soulage les brûlures d'estomac pour que vous puissiez vraiment manger ce que vous aimez. Zantac, ressentez l'amour, pas les brûlures d'estomac. Ça, c'est un œuf McMuffin. C'est bon. Et ça, c'est le nouveau McWrap Max Matin Bacon et patates hachées brunes. C'est différent, mais bon aussi. Du bacon, 2 fois plus d'œufs et une portion de patates hachées brunes, le tout dans une tortilla chaude. Le McWrap Max Matin. C'est bon. Différent, mais bon. N'importe quel jardinier vous dira que couper les mauvaises herbes peut être dur pour votre dos.
D'habitude, il prenait des pilules pour son mal de dos, jusqu'à ce qu'il découvre Voltaren Emulgel. Comme la pilule, Voltaren offre un vrai médicament. Et il est appliqué là où ça fait mal. Il soulage la douleur à la source, réduit l'inflammation et aide à accélérer le processus naturel de guérison du corps. Le mal de dos, soulagé à la racine. Voltaren, le plaisir de bouger. Le transport électrique allume notre économie. Parce qu'on utilise une énergie propre, produite ici. Et ça crée beaucoup d'emplois. Déjà 40 ans qu'Unimat s'est installé près de chez vous, prêt à vous épauler dans vos projets de rénovation. Radio-Canada et Unimat célèbrent cet anniversaire avec le concours 40 ans de bon temps. Plus de 40 000 $ en prix à gagner, dont un grand prix de 10 000 $ et 40 gagnants partout au Québec. Notez cet indice et inscrivez-vous à radiocanada.ca concours. Doublez vos chances de gagner en repérant un second indice sur le site d'Unimat. Bonne chance! Trouver son véhicule de rêve à moins de 10 000 $, ça, c'est excitant! Occasionenor.com. Trouvez à prix imbattable votre véhicule de rêve. Des milliers de véhicules approuvés chez des concessionnaires certifiés. Occasion en or, garantie, le vôtre, on l'a. Dans la prochaine édition du Téléjournal de Radio-Canada. À Porto Rico, le terrible carnage de Maria dans les élevages. Christian Latreille nous emmène chez un éleveur qui a presque tout perdu. Le Téléjournal, ce soir 21h. C'est la conclusion de cette émission spéciale de 2 heures sur la maladie d'Alzheimer. Le mot de la fin appartient d'abord aux personnes qui sont touchées de très près par la maladie. Je vais aller à vous, Mme Gauthier, à Québec. Je pensais pas d'avoir le premier mot de la fin, mais écoutez, puisqu'il le faut. Écoutez, on suit les avancées de la technologie, de la médecine. On espère pour le mieux, mais on se prépare pour le pire, dans le fond, parce que dans le rendu où mon père est rendu, on vit ça au jour le jour, et puis la médecine ne peut plus grand-chose pour lui. Monsieur Ochedusco. Je vous remercie de nous avoir permis d'exprimer notre réalité au quotidien et mon message, amour et dignité. Merci beaucoup. Bon courage pour la suite. On embrasse votre femme. Merci. Oui. Madame Desgranges de la Société Alzheimer de Granby. Oui, je dirais 2 faits à ne jamais oublier. Il ne faut jamais oublier que la personne qu'on aide, elle oublie et que la mémoire oublie, mais que le cœur n'oublie pas. Ah, c'est beau, c'est bien dit. Madame Martin de Baluchon. En fait, je pense qu'on s'est donné un beau modèle de société de faire la promotion du maintien à domicile. Maintenant, il faut se donner les moyens de rendre ça réaliste et réalisable. Sabrina. Moi, dans le fond, si un jour vous apprenez que quelqu'un est atteint par cette maladie, je vous demande de le supporter jusqu'à la fin et de ne jamais l'abandonner. Madame Petit. Oui, j'irais dans le même message, de supporter, mais malgré les 4 années difficiles qu'on a vécues à travers la maladie, moi, je pense qu'il est important de continuer à faire de la sensibilisation auprès des gens, auprès du système de la santé, pour qu'en tant qu'aidant, on puisse avoir plus d'aide. Avoir plus d'aide, un statut de reconnaissance, reconnaître votre expertise. Madame D'Alessio, interpellée par les témoignages de ce soir. C'est très touchant. Je dirais de continuer à en parler, puis d'avoir cette tribune-là. Je vous en remercie. Mais je dirais qu'on est tous ici. Ça demande, la maladie d'Alzheimer, ça demande un effort collectif. Donc, le milieu communautaire, le baluchon, tout le monde, les familles surtout, les équipes de soutien à domicile, les médecins. Je pense main dans la main, on peut aller très loin. Parce qu'on l'a vu, c'est encore un tabou. Hein? Madame Dr. Calvoine, votre mot à vous. Alors, moi, ce que je dirais, l'espoir, c'est, on disait que le 20e siècle a vu des progrès dans les maladies cardiovasculaires époustouflantes. J'espère que le 21e siècle, ça va être le siècle du cerveau, puis on va arriver à une percée pour atténuer de la souffrance qu'il y a. Moi, je suis optimiste par rapport à la prévention pour l'ensemble des gens qui vieillissent. N'oubliez pas, c'est 1 personne sur 3. Si on est chanceux, ça va être 1 personne sur 4 dans une génération. Puis pour les gens qui sont plus à risque à cause de facteurs génétiques, on aura une intervention spécifique. Puis la trithérapie pour l'Alzheimer, on l'aura peut-être dans 10 ans. Oh, Madame Brenne, pour vous, le mot de la fin, c'est vraiment vous qui l'avez là. Oh là là! Alzheimer est toute une aventure. Allions-nous force. Les chercheurs, les médecins, les intervenants, il y a beaucoup à faire. Et les proches aidants et les personnes atteintes. Et apprenons à transformer la détresse en dépassement de soi.
Je pense que vous le faites tous les jours. Tous ceux qui sont proches aidants le font. On l'a vu avec plusieurs personnes. Merci beaucoup. Merci aux gens de Facebook. Merci beaucoup. Rediffusion le 9 octobre. Bonne fin de soirée.